Bonsoir les amis et bienvenue pour cette nouvelle émission de hors-jeu spécial en plateau. On est ensemble voilà pour un peu moins de 2 heures. On va reparler de ce match de l'équipe de France qui vient de se terminer, qui s'est soldé sur une victoire de la Tunisie. Alors les amis tunisiens, les frères tunisiens, malheureusement ça s'est bien passé pour l'Australie de l'autre côté et donc la Tunisie ne peut pas se qualifier, ne peut pas accéder au 8e de finale de cette Coupe du Monde et pourtant ils se sont quand même bien battus. On va en rediscuter tous ensemble avec toute la team qui est présente. Il y a Bruce Granek qui est là aujourd'hui. Salut Bruce. Salut à tous. Ça va ? Ça va. Bah, fin de match étrange puisque nous on était partis sur le 1 partout. Après on a appris que finalement il y avait un hors-jeu. Donc je t'avoue qu'un peu bizarre mais tranquille. C'était un match en tout cas côté français. On a dormi un petit peu, c'était pas fou. On a beaucoup fait tourner, du coup voilà. Mais bon, la qualif est là, la première place est là, c'était le plus important. On va voir qui a marqué des points, qui en a perdu dans le même temps. Mais c'est vrai que TF1 a coupé le match avant même qu'on ait pu voir vraiment la fin et tout ce qui s'est passé. C'était extrêmement bizarre. Il y a Scipion qui est là aujourd'hui. Comment ça va Scipion ? Bah écoute, ça va. Bleu, blanc, rouge. Ouais, bah voilà, je me suis dit en François le Français. Bon, ça nous a pas beaucoup réussi aujourd'hui, mais voilà, on savait qu'avec cette équipe remplaçante et on connaissait les 3e matchs de groupe de Didier Deschamps. Autant d'habitude, c'était, on va dire, solide et ennuyeux. Aujourd'hui, on a eu plutôt le côté ennuyeux, voire purge pour les Bleus. Ouais. Et bravo à Tunisie de s'être enfin libéré. Trop tard, dommage. Ouais, c'était sympa ça. Trop tard. Il y a Kanto qui est là aussi. Il est bien chaud aujourd'hui. Comment ça va Kanto ? Ouais, chaud, un petit peu refroidi par ce match de merde quand même. Ouais, pour dire les mots. Non, il y a un rayon de soleil qui s'appelle évidemment quand même Matteo Guendouzi qui était sur le terrain aujourd'hui. Donc voilà, mais non, on s'est quand même relativement embêté. Néanmoins, bravo aux Tunisiens quand même qui pour le coup font un bon match. Et j'imagine qu'il va y avoir pas mal de frustration de leur part parce que ils font un bon match contre le Danemark, un bon match contre la France. Malheureusement, ils passent à côté contre l'Australie. Et on sait qu'avec un nul face à l'Australie, ils seraient passés. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de frustration de leur côté. Ouais. On va en reparler de tout ça justement, de ce groupe de l'équipe de France, ce groupe D. Messieurs, juste avant, je vous rappelle tout simplement qu'on est là tous les jours, quasiment tous les jours de match. En tout cas, si jamais vous voyez qu'il y a un match de Coupe du Monde qui se joue pendant cette période, sachez qu'il y a toujours une émission. Et pour faire cette émission, bien sûr, c'est Winamax qui nous accompagne et qui nous permet de vous proposer un tel contenu. Du coup, on vous a réservé bien sûr un petit bonus de bienvenue sur le site. Votre premier dépôt sur le site winamax.fr est doublé en pari gratuit. Et ça, c'est jusqu'à 100 €. C'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à 20, jusqu'à 40, jusqu'à 60. Et jusqu'à 100 €, on vous double votre premier dépôt. Et si jamais vous mettez le petit code hors-jeu10, vous avez un bonus de 10 € qui vous est remis sur le site. Donc c'est un plaisir pour nous de faire cette émission avec eux. Mais attention, vous le savez, les paris sportifs en ce moment, il faut toujours faire de la prévention. C'est important. On rappelle que les paris sportifs sont interdits littéralement aux mineurs. Et quant au bien entendu, on peut rappeler aussi que même si on a l'autorisation de jouer, il faut le faire avec parcimonie, il faut faire attention. Exactement. Pour ma part, par exemple, j'ai dépassé mon budget déjà. Donc plus de paris pour la Coupe du Monde pour le moment. En tout cas, en ce qui concerne les phases de poule, il faut savoir rester mesuré parce qu'on le voit, il y a pas mal de surprises depuis le début de la Coupe du Monde. L'Argentine est tombée contre l'Arabie Saoudite. L'Australie se qualifie. Donc il y a rien qui est sûr dans le sport et encore plus dans le foot. Donc c'est pour ça qu'il faut le voir comme un amusement et non pas comme une manière de gagner sa vie. Exactement. En général, je pense que si on fait la moyenne, on perd plus qu'on ne gagne. Donc il faut rester assez prudent et faire ça, comme l'a dit Kanto, juste pour s'amuser. On a un nouveau partenaire qui nous rejoint dans l'émission aujourd'hui qui va nous permettre même encore plus d'améliorer les choses. On vous en parle dans 10-15 minutes à peine. Juste après le point bleu et le débrief donc de ce France-Tunisie. C'est parti.
Alors, c'est écrit comme ça, Bruce, dans le conducteur, je te vois danser. On va parler de votre ressenti après ce match, parce que c'est vrai que les troisièmes matchs, en général, on en parle, on a tous vu le match ensemble, hein, comme d'habitude. On sait que c'est très souvent des petites purges. Hein. Bon, parfois, il y a des exceptions, mais c'est vrai qu'en général, on se fait un peu chier. Et donc, on va parler du ressenti, Bruce. Quel est ton ressenti après cette défaite de l'équipe de France ? Du côté de l'équipe de France, déjà, quand on voyait la compo, il n'y a pas de latéraux, déjà. Ça, c'est un gros problème qu'on a depuis le début de la Coupe du Monde, ou à mon sens, le seul vrai latéral qu'on a, pur latéral, c'est Théo Hernandez. Pour ça que j'avais dit, il faut absolument pas qu'il se pète, sinon je pense qu'on serait dans la sauce totalement. Donc voilà, on sait qu'il voulait pas de latéraux spécialement. Il a pris beaucoup de centraux qui peuvent un peu dépanner sur le côté, mais pour moi, c'est l'un des trucs qui me fait peur et je pense qu'il me fera peur jusqu'au bout avec cette équipe de France. Au niveau des latéraux, il y a eu aussi beaucoup de milieux de terrain, parce qu'on a vu, il y avait aussi Guendouzi qui a été ajouté, etc. plus haut. Ouais. Donc voilà, c'était une compo un peu étrange. Quand on a vu la compo, tous, on va pas se mentir, on s'attendait pas à une grande équipe de France. Après, peut-être à un aussi mauvais match, entre guillemets, peut-être pas non plus à ce point-là. C'est vrai que c'est là où tu le vois, il y en a beaucoup aussi qui découvrent la Coupe du Monde. Tu le sens, il y a beaucoup de pression, c'est pas évident. En face, tu avais une équipe qui a joué crânement sa chance, voilà, et qui était agressive dans le bon sens du terme, etc. Donc qui gagnait pas mal de duels. Et tu sens qu'il y a des joueurs qui sont pas encore prêts, on va pas se mentir. Mais ça, on s'en doute. Est-ce que jouer une Coupe du Monde, c'est vraiment pas simple. Et heureusement qu'il y avait Konaté derrière, qui a été incroyable. Ça a été le patron aujourd'hui de la défense, hein, même tête de l'équipe. On en avait parlé après le premier match. Moi, je serais presque pour continuer avec Konaté et Upamecano. J'ai l'impression que Varane... Tu sortirais Varane, toi, du 11 ? Moi, je trouve qu'en tout cas, dans la forme du moment, Konaté, Upamecano... Il est moins tranchant physiquement. Ouais, on l'a vu se faire effacer plusieurs fois et tout. Moi, je trouve que Konaté et Upamecano, en tout cas, sont très en forme et je me demande s'il ne faudrait pas surfer là-dessus, perso. Alors après, je peux me tromper. À la base, Varane, j'aime bien, mais je n'ai pas l'impression qu'il est au top, quoi, comparé aux deux autres. Et quand tu vois ce que les deux autres dégagent pour le moment, honnêtement, pour moi, ils ont gagné un peu de crédit. Ça, ce serait une prise de risque assez énorme de la part de Deschamps. Quand on le oui et non. Ouais. Quand même. Ça se discute, je pense qu'il va se poser la question. Après, peut-être qu'il va faire confiance à Varane, tu vois, l'expérience comme d'hab et tout, est tranquille. Hein. Je dis pas que Varane, mais en tout cas, voilà, c'est mon ressenti. Et puis après, honnêtement, encore une fois, quand tu vois les latéraux là, t'as l'impression que c'est un laboratoire, ça teste des choses. Non, mais... moi, perso, je comprends pas comment tu peux jouer un troisième match. On a bien testé des choses sur des millions de Français. Non, mais tranquille. On peut laisser le faire en équipe. Et lui, la tête de Bruce. Mais non, mais ce qu'il raconte. Non, c'est le nouveau. Mais non, mais c'est un troisième match de Coupe du Monde. Sincèrement, je peux pas comprendre comment on peut se retrouver avec Disasi et Kamavinga en latéraux. Non, mais sincèrement, on peut m'expliquer ce qu'on veut sur... Pour moi, ça, Bruce, on n'arrête pas d'en parler depuis le début. Mais il y a un problème. Ça, c'est le problème de Deschamps. Deschamps, dans son esprit, un latéral, ça doit être un joueur ultra défensif. Et t'as plein d'équipes au monde qui te mettent des latéraux, qui courent, qui font des efforts, des allers-retours. Deschamps, pour lui, c'est d'abord tu défends et après, s'il y a moyen, tu te projettes. Mais c'est Deschamps, on le connaît. Hein. On voit qu'il y a quand même... moi, à mon sens, c'est pas normal et c'est pour ça que j'avais un problème au niveau des latéraux depuis le début. Alors, j'espère que ça va tenir et que, encore une fois, Théo Hernandez se pètera pas. Pour moi, si Théo Hernandez se pète, c'est pas qu'on dit adieu à la Coupe du Monde, mais on sera très mal, à mon avis. En tout cas, c'est mon avis. C'est pour ça que j'avais parlé aussi de Rabiot, qui pour moi est déterminant parce qu'on l'a vu notamment avec les milieux de terrain. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, tu vois, parce que ça parlait de Fofana, etc. Oui, il y a des choses intéressantes, mais la Coupe du Monde, c'est un autre level. On sait que tu as beaucoup de pression et aujourd'hui, on sait que Rabiot, c'est celui qui est le plus prêt pour ça. Donc, on a vu un peu peut-être les limites de notre banc et on sait qu'il y a des joueurs qui ne sont pas complètement prêts. Après, encore une fois, c'est des joueurs que si tu les fais rentrer en cours de match avec l'équipe, on va dire première, avec les titulaires, c'est sûr que c'est plus simple quand tu as des tauliers autour et tout. Mais vu que là, il y avait eu énormément de changements, forcément, c'est pas simple aussi à prendre en compte. Il y a des joueurs qui n'étaient pas exactement à leur poste, il n'y a pas tous les automatismes. Donc voilà, il y a des circonstances atténuantes. Mais voilà, en tout cas, c'était pas un match. C'est sûr que c'était pas un match de fou du côté français. Et pour le coup, la Tunisie, eux, ont fait leur taf. Non, mais une chose est sûre, en tout cas, c'est toujours dur de tirer des enseignements d'un troisième match d'une telle compétition, sachant que tu avais déjà réussi ta poule. Tu avais déjà 6 points avant de commencer ce match-là. Et forcément, tu testes des joueurs qui parfois aussi ne jouent pas ensemble, n'ont peut-être même parfois jamais joué ensemble. Donc c'est toujours un peu des matchs casse-gueule. Finalement, voilà, ça se solde par une défaite.
Et c'est toujours un petit peu compliqué. Et c'est vrai que quand on entend le ton qu'on a là, notamment Bruce et même nous, hein, on va avoir l'impression que ça y est, tout est remis en question. Je pense pas, mais c'est vrai que voilà. Ah non, mais c'est un troisième match. C'est un troisième match, mais c'est vrai que voilà, on n'a pas été séduit. Comme je le disais, ce qu'il y a après ces matchs-là, c'est les enseignements. C'est ce qu'on en tire. Quels sont toi les enseignements que tu en tires? Est-ce que tu trouves que justement le banc de cette équipe de France est compétitif? Est-ce qu'il est bon pour la suite? Non, en fait, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre parce qu'on sait que le but d'un banc, c'est d'apporter quelque chose à une équipe qui est déjà établie à l'avance. Le problème, c'est que quand tu as trop de bancs sur le terrain, finalement, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas d'enseignement parce que si tu parles d'un mec qui va rentrer au milieu de terrain, est-ce que l'apport, par exemple, d'un Fofana avec Kylian Mbappé, avec Griezmann, avec tout l'effectif habituel des titulaires, est-ce que ça va être le même qu'avec Guendouzi ouvert tout devant lui? Tu vois, c'est pas le même apport. Donc non, on peut pas justifier le fait qu'un remplaçant peut apporter quelque chose ou non. Dans ce match-là, après, comme l'a dit Bruce, c'est vrai que quand tu vois les latéraux, Disasi à droite, on l'a senti complètement perdu et dépassé en début de match. On avait eu Kamavinga aussi au niveau de son placement, c'était très compliqué. Ah ouais. Donc non, en fait, c'est un match où c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure quand on était en train de regarder le match. Comment tu veux faire une émission pour débriefer un truc comme ça? Il y a rien à en tirer en fait. Il y a pas de leçon à en tirer. Il y a rien. Peut-être que les leçons, c'est par exemple, tu vois, pour un Kamavinga, on se posait la question, est-ce qu'il pourrait dépanner? Mais en vérité, tu as une réponse en fait. Oui, mais tu vois que c'est compliqué. Non, mais Kamavinga, il le met pas à son poste. Non, mais je sais. Mais je veux dire, pour moi, Deschamps. Moi, c'est par rapport à la question de est-ce qu'il peut jouer à ce poste-là. Là, pour moi, Deschamps, il envoie les mecs au casse-pipe en fait, et là, ça va lui donner des crédits par rapport à son 11, puisqu'il est établi. Là, tu vas pouvoir t'appuyer sur l'équipe qui a fait un match de merde, mais pour moi, ils n'étaient pas mis dans les meilleures conditions. C'était prévisible. Du coup, là, maintenant, le 11, de toute façon, il est carré. Et puis voilà, tu vois, tranquille. C'est surtout ça. Donc, moi, c'est tout ce que je retiens. Ouais, c'est qu'en fait, on a une équipe qui est très costaud et une deuxième avec certes du talent et des qualités, mais c'est vrai que là sur ce match-là on a vu. Non mais Deschamps il les met pas dans les meilleurs. Un peu limite. Oui, quand après, pour le coup, il y a deux choses à dire. C'est que la première, c'est comme l'a dit Bruce, et comme on en avait déjà parlé. Déjà, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Deschamps n'a pas pris de latéraux, que ce soit à droite ou à gauche. Mais bon, ça c'est maintenant après les phases de poule, c'est acté maintenant. Voilà, c'est acté. On va pas encore en reparler, mais en tout cas, quand on voit Disasi comme Kamavinga, on se demande pourquoi. Et la deuxième chose. Que j'allais dire, c'est que Deschamps, souvent, quand l'opinion publique lui impose un petit peu quelque chose, comme lors de la dernière Coupe du Monde, où on avait demandé notamment une équipe sans Giroud, il avait dit vous voulez une équipe sans Giroud? Je voulais pas le faire. Regardez, je le fais. Au final, on fait un match de merde contre l'Australie, et derrière, on remet Giroud, et on est tous plus ou moins contents. Mais là, l'avantage, c'est que Deschamps n'a même pas eu cette pression. Je veux dire, il n'y a pas un remplaçant dans cette équipe de France qui aujourd'hui avait tellement de soutien en termes d'opinion publique que Deschamps devait à tout prix le titulariser tôt ou tard. Donc il n'y avait pas de pression de ce côté-là. Donc là, c'était juste l'objectif, ne pas blesser des joueurs qui sont essentiels à l'équipe, et puis donner un peu du temps de jeu à tout le monde pour concerner un petit peu tout le groupe. Et surtout, on sait qu'on est en plein milieu de la saison, donc il faut que les mecs se reposent aussi. Et du coup, c'est dans ce sens-là que l'effectif a été un petit peu changé aujourd'hui. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à tirer de ce match-là. Alors, sur le chat, vous êtes 72% à être d'accord avec Bruce, et vous voyez plutôt, vous, une charnière Upamecano Konaté. Je pense que ça va être un des sujets qui va être mis sur la table pour les prochains jours jusqu'au 8e de finale. Ça va être la seule hésitation de Deschamps, limite, peut-être pour les 8e. Ouais, il va y avoir débat pour ce poste-là, mais vous, le chat, vous avez aussi choisi. Scipion, je me tourne vers toi. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment sur ce match? Parce que c'est vrai que les troisièmes matchs, c'est toujours un peu particulier. Un troisième match dans ce contexte-là où tu es tranquille dans ta poule, t'as envie de faire des tests, t'as envie d'en reposer certains. Est-ce que t'aurais fait les choses différemment, toi? Après, ça dépend un peu de l'état de forme des uns et des autres, parce qu'on s'imaginait par exemple Kix démarrer. C'est toujours bizarre de le dire, hein, mais on va faire jusqu'au bout de la compétition. Bien sûr, évidemment. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un petit coup, et je pense que Deschamps a été prudent au max. Après 9 changements, c'est quand même très très lourd. Alors on avait la première place quasiment assurée, mais pour le coup, ça dénature trop. Et même le milieu de terrain, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Losange, pas Losange, Guendouzi à droite, tout ça. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient perdus en fait sur le terrain, et c'est dommage, parce que même un Fofana qui ce soir est peut-être dans le top, dans les flops, peut-être qu'on l'a un peu perdu pour la compétition, et c'est dommage parce que c'est un des joueurs qui rentrait et qui faisait pas des si mauvaises entrées que ça. Donc moi je suis un peu inquiet du point de vue mental peut-être de ses remplaçants. Faut pas qu'il s'attarde trop sur ça, parce que forcément Deschamps là dans le vestiaire, je pense qu'il va passer une grosse soufflante en disant il y a moyen.
Après, c'est beaucoup de sa faute, moi je trouve. Ça serait un giga CSC. Si non, mais bien sûr. Non, mais parce que là, je pense avec son staff, il s'est foutu un peu de ses joueurs. Ils vont se rendre compte que le bricolage Camavinga Dizazi, ça a ses limites. Mais c'est quand même un match de Coupe du Monde et surtout, c'est un compétiteur. Il déteste perdre même un match. Ça, c'est sûr, ça se voyait. Le langage corporel, on le voyait. Donc, quoi qu'il arrive, à mon avis, l'équipe qu'on a vue sur les 2 premiers matchs, c'est celle qui va continuer. Il n'y avait pas trop de doute à ce sujet. Oui. À part, évidemment, peut-être la défense centrale, parce que c'est vrai que la performance de Konaté, ça peut mettre un doute. Varane, pas trop dans son assiette. Varane, pas encore à 100%. Konaté, on se disait, bon, il n'a pas joué beaucoup avec Liverpool. Il revient d'une blessure au genou. Attention, est-ce qu'il va tenir le coup ? Et c'est plus qu'il tient le coup. Là, c'est vraiment le patron des Bleus. Et là, il n'a que 5 sélections. Mais franchement, c'était le joueur dominant de cette équipe. Honnêtement, il me fait grandement plaisir parce que je pense qu'à la base de la liste, c'était Upamecano et Konaté qu'on voyait très loin dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Et finalement, pour moi, le 8e de finale, ça me paraîtrait logique de les mettre. Mais on connaît quand même la hiérarchie de Deschamps. Ça me paraît difficile pour lui de mettre un Varane sur le banc. C'est ce que je disais à Bruce. En fait, c'est son statut de capitaine, de vice-capitaine. C'est délicat. Mais dommage, je pense à un Kolo Muani qui avait des jambes, mais tu vois, la production offensive en première période est tellement neutre, c'est difficile. Dur de pour combiner, Coman aussi, c'est dur pour eux de se mettre en valeur et tout. Donc voilà, un match à oublier, mais bon, Deschamps a pu faire reposer tout le monde, on se projette tranquillement sur ce week-end, voilà. La défaite, c'est dommage pour les stats, mais voilà, on va passer à autre chose. Ouais, non, mais c'est ça, ce qui ressort de ce match-là, c'est que finalement, c'est un match un peu qui est à oublier, tout simplement. Et puis, il faut très vite se reconcentrer sur la suite. On va continuer à en parler un petit peu et peut-être faire une évaluation un petit peu plus individuelle des joueurs de ce match. Et aussi peut-être dire un mot sur la Tunisie, parce que elle a quand même bien joué son coup, même si la qualif n'est pas au bout. Mais juste avant... Oui, t'allais dire un truc ? Non. Ah non, excuse-moi. Juste avant, je vous l'ai dit en début d'émission, on est rejoint désormais par un nouveau partenaire pour cette période de Coupe du Monde. Et vous allez le reconnaître, bien entendu, c'est NordVPN qui nous rejoint. NordVPN, vous connaissez très bien ce logiciel. Il vous permet de pouvoir accéder à du contenu où que vous soyez dans le monde, et ça c'est super cool. C'est un logiciel qui vous permet de vous protéger quand vous êtes en ligne, qui vous permet de chiffrer votre activité, toutes vos données, et vous avez l'occasion par exemple de changer votre adresse IP quand vous êtes quelque part dans le monde. Je sais pas moi, si Kanto tu te balades aux Seychelles par exemple, tu peux changer ton adresse IP et là regarder du contenu par exemple. Donc ça nous fait plaisir. Vous pouvez économiser par exemple sur des produits, sur des hôtels, sur du transport quand vous voyagez. C'est plutôt cool. Et pourquoi on vous en parle, c'est parce qu'en fait NordVPN vous permet aussi de contourner certaines géorestrictions. Par exemple, si vous vous trouvez à un endroit et que vous avez envie de vous connecter sur MyTF1 pour regarder un match de l'équipe de France, vous le pouvez avec NordVPN. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ce partenariat avec NordVPN. Mais c'est pas tout, Kanto. Ouais, c'est pas tout. Alors c'est vrai que je vais rarement aux Seychelles. Par contre, c'est possible que j'aille en Belgique. C'est un petit peu plus dans mon budget. C'est vrai. En tout cas, je peux y aller virtuellement parce qu'on sait qu'en France, par exemple, les matchs sont payants avec plusieurs chaînes. Ouais. Mais si on se géolocalise sur des serveurs en Belgique, par exemple, on peut avoir accès à des chaînes comme l'RTBF qui diffusent tous les matchs de la compétition gratuitement. Ouais, tu peux tout voir. Donc voilà, exactement. Ouais. Ça permet un petit peu d'aller dans d'autres pays pour bénéficier des matchs qui sont diffusés. Et en plus de ça, dans le chat, si vous voulez souscrire à cette offre, il y a le lien où vous pouvez bénéficier d'une énorme réduction. Une ristourne. En plus de ça, pendant la Coupe du Monde, il y a notamment le fameux satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc ça vous permet de vous abonner pendant la Coupe du Monde sans finalement craindre quoi que ce soit, puisqu'au pire des cas, vous pouvez être remboursé. Les rats, là, tu leur dis, ils vont s'abonner, ils vont regarder la Coupe du Monde et après... Non, mais en vrai, c'est pas con. L'idée est pas conne pour le coup. Ouais. Donc voilà, c'est notre nouveau partenaire et encore une fois, QLF, comme on le dit, il nous permet de vous proposer du contenu encore plus qualitatif. Donc on est content de travailler avec NordVPN. On revient sur le match, messieurs, si vous le voulez bien. Bruce, tout à l'heure, tu as parlé de Konaté. Quels seraient tes tops et flops de ce match-là? Parce que comme on l'a dit, on essaye de voir quels sont les joueurs qui ont pu un minimum tirer leur épingle du jeu et ceux qui sont un petit peu passés à côté aujourd'hui. Sincèrement, j'ai même pas envie de tirer sur les joueurs, même s'il y a des joueurs comme Fofana, etc., qui ont été quand même grandement en difficulté. Mais honnêtement, pour moi, Deschamps les a pas mis dans de bonnes dispositions. Sincèrement, je voyais, il disait sur le chat, oui, faire un simple contrôle-passe, non. C'est à ce niveau-là, il y en a beaucoup, ils découvrent la Coupe du Monde, il y a une équipe en face qui joue sa qualif. T'as pas l'habitude de jouer ensemble, parce que pour la plupart, là, c'était leur premier match ensemble. C'est pas simple, les gars. Là, on parle d'un foot de haut niveau, avec beaucoup de pression. Moi, je trouve Deschamps, du coup, les a pas mis dans de bonnes dispositions. Donc, je mettrai en flop Deschamps. Moi. Ah, d'accord. Donc, toi, ton flop, c'est Deschamps. Et je suis d'accord, je crois que c'est Scipion qui disait ça. Je suis un peu d'accord avec lui. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça va pas mettre forcément en confiance certains qui peuvent servir dans la rotation. On sait qu'ils vont pas tous servir. Il y en a qui vont quasi pas jouer ou très peu jouer.
et c'était peut-être pas la meilleure manière de les lancer. C'est un peu dommage, tu vois. Ouais. Parce que Coman, finalement, lui, il entre en jeu. Enfin, c'est un joueur qui a une très grande expérience avec le Bayern, tout ça, il va pas trop douter. Par contre, Fofana, j'insiste, parce que c'est vrai que c'était très très dur pour lui. Il perd le ballon sur le but, il s'arrête. Alors, il doit jamais faire ça en Coupe du Monde. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, tu poursuis. Ouais, tu continues, ouais. Mais comme je l'ai dit, il faisait ses entrées et tout. Après, tout le reste, est-ce que finalement, il y a beaucoup de joueurs, on va dire, protagonistes majeurs qu'on va revoir parce que par rapport à leur temps de jeu, je ne suis pas sûr. Mais voilà, une Coupe du Monde, une suspension, ça arrive vite, une blessure, un pépin physique. Donc voilà, l'idée de concerner tout le monde de la part des Deschamps, c'était bien. Mais je pense qu'il fallait pas peut-être resserrer un peu quand même, quitte à faire ressortir Rabiot et Griezmann à la mi-temps ou à l'heure de jeu, quand même garder une ossature un peu compétitive. Ouais, une base avant même de commencer le match. Ouais, non, mais c'est une théorie aussi. Kanto, toi, des tops et des flops dans ce match-là, tu tirais qui ? En top, il n'y en a pas énormément. Pour être honnête, il y a Konaté qui surnage un petit peu tout ça. On a vu Kolo Muani qui, mine de rien, avec pas beaucoup de ballons, est arrivé quand même à se créer une occasion de but. Donc voilà, après, c'est quand même difficile de sortir des mecs qui ont été incroyables. Tchouaméni, comme d'habitude, il a son volume de jeu, même si là, on a senti qu'en termes d'organisation, pour relancer l'équipe de France, c'était quand même un petit peu compliqué. Au niveau des tops, je suis un peu comme Bruce, plutôt Didier Deschamps. Après, si les mecs sont pas à leur poste, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Puis même si le mec est pas à son poste, comme l'a dit Bruce, ça se résume pas à contrôle-passe. Nous, quand on est à la télévision, on a l'impression que ça va doucement, mais en réalité, ça va tellement vite. Et si à côté de toi, tes partenaires sont pas placés ou sont pas disponibles pour relancer le ballon, de suite, ça devrait ultra compliqué. Dans les duels en face, eux, ils sont agressifs, ils ne regardent pas, du coup, c'est pas évident. Et en fait, moi, il y a un truc qui me gêne un petit peu par rapport à ça, parce qu'on sait quand même que la Coupe du Monde, c'est quand même la compétition de football qui est réservé au plus grand nombre. C'est-à-dire que nous, toute l'année, on fait des émissions de foot, on a un public qui suivent énormément notre championnat, la Ligue 1 et puis d'autres championnats. Donc nous, en fait, on connaît un petit peu les joueurs. Par contre, le daron ou la daronne qui va regarder un match de l'équipe de France et qui connaît pas Disasi, par exemple, avec Monaco, s'ils ont vu le match de Disasi à droite, ils vont dire putain, ce mec-là, il est nul, qu'est-ce qu'il faut en équipe de France ? Ouais, alors qu'il est plutôt bon avec Monaco et qu'en fait, il a juste été... c'est un défenseur central et il n'est pas défenseur droit. Donc forcément, il n'est pas mis dans de bonnes dispositions. Et en fait, dans la vie générale, ça va peut-être un petit peu ternir l'image de certains joueurs qui sont pas mauvais, mais qui sont simplement mis dans de très mauvaises dispositions dans ce genre de match-là. Donc voilà, c'est ce qui est un petit peu enquiquinant pour certains joueurs. Ouais. Bruce, tu voulais réagir ? Non, je reviens toujours à cette histoire avec les latéraux, parce que, encore une fois, pourquoi ne pas avoir pris Kaloulou ? Je suis, encore une fois, dans le pire des cas, pour voir les joueurs qui sont utilisés. Je pense qu'il partait de loin, Kaloulou, malheureusement. Oui, mais pourquoi ? Dans l'esprit de Deschamps. Le mec, il était titulaire au Milan, champion, il avait fait une grosse saison, etc. Pourquoi ? Je comprends pas, parce que quand tu vois ce qui est fait, il y a encore une fois, moi je le dis depuis le début, on a sûrement la plus belle équipe de cette compétition, mais elle a ses limites. Si un Théo Hernandez maintenant se pète, comme j'ai dit, il va falloir toucher du bois, parce que on va dépendre de la chance et aussi des blessures. Parce que s'il y a un ou deux joueurs clés qui se pètent, on est quasi mort pour moi. Ouais. Et ça, c'est un truc que tu aurais pu gommer dans ta sélection de base, plutôt que d'utiliser que des centraux sur les côtés. Franchement, ça, je suis énervé contre Deschamps, la vérité. Parce que pour moi, tu te tires presque une balle dans le pied si jamais tu as un blessé comme Théo Hernandez. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et pourtant, c'était facilement prévisible. Mais voilà, j'espère qu'on va avoir de la chance et que tout le monde sera en bonne santé jusqu'au bout. Si c'est le cas, on pourra aller au bout. Mais j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de la casse, parce que ça, on peut le regretter et le payer très cher. Non, mais c'est quand même lunaire. Et encore une fois, on l'a répété 50 fois, mais cette année, on a quand même un groupe de 26 au lieu d'un groupe de 23. Et en plus de ça, on a eu Benzema qui a été forfait et qu'on n'a pas remplacé. Et toujours dans le groupe. Et dans tout ça, avec 3 joueurs supplémentaires par rapport à une liste habituelle dans un groupe de 26 joueurs, avec une possibilité de remplacer Benzema, on n'est pas foutu de prendre un latéral. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Disasi latéral. Mais c'est Kamavinga de l'autre côté. Et Kamavinga, excusez-moi. Mais même Thomas Delaine ou des mecs comme ça. Kenny Lala. J'aime bien comment il va aller chercher l'eau. Non, mais peut-être pas Kenny Lala, mais je sais pas, des Santons, des mecs comme ça, ils feraient plus le taf que Disasi. Oui, en tout cas, des mecs de métier, quoi. Mais même Merlin, tu le mets à gauche, ça aurait été mieux que Kamavinga, peut-être. Il fait plus un poste qu'il connaît. Mais non, quand on dit ça, no offense envers Disasi ou envers Kamavinga, c'est pas leur poste. Ils sont pas à leur poste. Et je suis pas en train de dire que les mecs sont nuls, mais c'est simplement que et je comprends pas des latéraux de formation. Moi, je vous le dis, les gars, ça m'étonne même pas du tout. De toute façon, tu es d'accord, Scipion, sur cette question-là. C'est peut-être quelque chose qui va se retourner contre Deschamps, on n'espère pas de la compétition, mais c'est très paradoxal parce que, par exemple, je vois que le chat parle de Ferland Mendy. J'ai l'impression que Ferland Mendy, son match contre le Danemark en Ligue des Nations, ça a un peu tué ses chances. Sauf qu'on se souvient, il a joué piston. Et on sait que c'est pas vraiment son meilleur rôle. C'est quelqu'un qui a toujours évolué dans une défense à 4.
Deschamps repasse à une défense à 4 pour la compétition, il prend pas Ferland Mendy qui est polyvalent, qui peut jouer dépanner. Pour le coup, on l'a dit, il y avait un poste supplémentaire, surtout que le jeu des Bleus, quand même, il passe énormément sur les côtés. On spam des centres. On essaye, tu vois, avec Mbappé et Dembélé, mais les latéraux, on sait que c'est pas les latéraux les plus offensifs sous Deschamps, mais si tu as un latéral qui a un minimum de qualité de centre, avec un Giroud, pourquoi pas, tu sais jamais. J'espère qu'on va pas le regretter parce que ce serait frustrant, surtout que voilà, il y a des joueurs qui pouvaient remplir ce rôle. On dit pas que c'était les cracks, c'était Cafu, Roberto Carlos, mais à minima faire le taf contre la Tunisie et pourquoi pas mieux. Bruce, tu voulais réagir? Non, je suis complètement d'accord. Non, mais en tout cas, une chose est sûre, on a la sensation, moi j'ai la sensation que cette équipe de France, elle tient un petit peu sur un fil. Certes, le groupe A, l'équipe A, elle a l'air bien compétitive, elle a l'air bien complète, mais tu sens que voilà, il y a un pet à un endroit et c'est terminé. Ça peut tout faire voler en éclats. C'est l'impression que j'ai, moi. Je l'avais dit avant la Coupe du Monde et pour moi, ce début de Coupe du Monde me confirme là-dessus. Je pense que si Rabiot ou Théo Hernandez se pètent, on est dans la merde, mais complète. Je pense. Je parle pas d'Mbappé. Mbappé, ça serait une catastrophe, tu vois, mais je veux dire par là, c'est que devant, on a quand même des joueurs, etc. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je pense vraiment que Rabiot est irremplaçable, Théo Hernandez est irremplaçable. Si un des deux se pète, je pense qu'on est vraiment dans la merde. Non, parce que ça, c'est des mecs en fait qui assurent quand même l'équilibre de ton équipe. Et l'équilibre, c'est quand même une des choses les plus importantes dans une compétition comme ça. Donc oui, c'est sûr qu'on serait pas bien. Parlons peut-être un petit peu de la Tunisie. La Tunisie, donc, qui malheureusement ne sera pas en huitième. Mais qu'avez-vous pensé, les gars, de leur Coupe du Monde? Parce que c'est vrai qu'ils ont quand même commencé avec certaines promesses. On les a vus avec beaucoup d'allant sur le premier match notamment. Et par la suite, il y a cette défaite contre l'Australie. Et là, ce match qui ne leur permet pas de passer. Qu'est-ce qu'on retiendra, Quanto, de la Tunisie après cette Coupe du Monde? Ce qu'on va retenir de la Tunisie, c'est que c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là et qui finalement a été capable de faire déjouer de bonnes équipes avec un nul contre le Danemark et une victoire face à l'équipe de France. Que malheureusement, ils ne sont pas arrivés à prendre en main le seul match qui était le plus à leur portée, j'ai envie de dire, face à l'Australie. Et c'est ce qui au final leur coûte la qualification. Mais non, la Tunisie, c'est un petit peu à l'image des équipes africaines qui ont mal débuté, en tout cas en termes de but, et qui petit à petit reviennent de mieux en mieux dans la compétition. On a vu le Sénégal qui est qualifié, on a vu le Maroc qui est en bonne posture, là la Tunisie qui, mine de rien, fait tomber le champion du monde en titre, et le Ghana aussi qui s'en sort bien, etc. Voilà, il y a des équipes africaines qui, au contraire des équipes asiatiques, eux qui avaient bien débuté, Japon, Corée, etc., qui eux finissent mal, Arabie Saoudite aussi, même si c'est pas terminé pour ces équipes-là. Mais non, la Tunisie, moi je vais en garder un bon souvenir évidemment parce qu'avec des joueurs, et comme je dis, ça c'est sans manquer de respect, mais quand tu vois les clubs dans lesquels évoluent ces joueurs tunisiens, c'est vrai que sur le papier, quand tu peux voir face à des mastodontes comme des joueurs de l'équipe de France, tu te dis qu'il ne va pas y avoir match. Et quand tu vois que par exemple le leader technique offensif, c'est un joueur comme Wabi Kazri, que nous on connaît très bien parce que voilà, il a fait toute sa carrière en France et en Ligue 1. Tu peux te dire que sur le papier, Wabi Kazri face à Griezmann, face à Kylian Mbappé, face à des garçons comme ça, sur le papier, il n'y a quand même pas match. Et puis là, au final, Wabi Kazri a montré que c'était un vrai leader technique. Les coups de pied arrêtés, il les frappe super bien. Il est buteur ce soir, il a été un vrai leader. Donc non, cette équipe de Tunisie, moi, que de bonnes choses, en tout cas pour les souvenirs de cette Coupe du Monde, parce que franchement, c'est une équipe qui m'a très, très, très agréablement surpris. Ouais, il y a un peu comme un goût d'inachevé avec cette équipe. Et on sentait quand même qu'il y avait de la ressource. C'est ça qui est un petit peu dommage avec cette équipe-là. Il y a des joueurs, Leidouni, on en a beaucoup parlé, un des meilleurs joueurs de cette équipe et même du groupe, de ce groupe D, qui a fait très belle impression. Mais comme d'habitude, comme l'a dit Quanto, oui, il manquait ce truc devant, quoi. C'est vraiment, déjà sur le premier match, tu sentais que le match s'éternisait et ils n'arrivaient pas à convertir. C'était un petit peu dommage. Et quelque part, malheureusement, tu le payes à la fin. Tu le payes. Le foot, c'est tout con, faut marquer des buts et c'est ce qui a manqué à beaucoup d'équipes africaines et notamment la Tunisie. Scipion, même avis que Quanto, j'imagine? Ouais, forcément, il peut y avoir des regrets. Après, comme me dit le chat, c'est vrai, c'est contre l'équipe C bis des Bleus, mais finalement, tu accroches le Danemark. C'est le calendrier qui veut ça. D'entrée, et ton match clé, c'était l'Australie. Ouais. Franchement, et ils sont vraiment ça se jouait là. Passés à côté. La fin de match, c'était chacun voulait y aller de son petit exploit individuel pour faire la couverture des journaux. Non, ils ont oublié de penser collectif, alors que ce match, ils l'ont vraiment abordé comme il fallait. Ils ont tout donné. Pendant 5 minutes, ils s'étaient qualifiés.
l'Australie. Donc voilà, ils sont vraiment passés à rien d'un vrai bel exploit parce que franchement, moi, je pensais pas qu'ils pouvaient le faire. Et après, c'est toujours la question, qu'est-ce qui va se passer après ? Comment est-ce que tu prépares la suite ? On sait qu'il y a beaucoup d'instabilité dans le football africain et c'est dommage. Et là, peut-être qu'il faut repenser, tu vois, à l'échelle de la fédération, il faut faire des trucs sur le long terme. Parce que tu vois, le coach, il est arrivé juste après la CAN. Est-ce qu'on va déjà le débarquer ? Est-ce qu'il ne faut pas finalement lui laisser du temps jusqu'à la prochaine CAN, enclencher un cycle vertueux, faire confiance à des joueurs de cette équipe ? Parce qu'honnêtement, tu vois, il y a Talbi qui montre en puissance avec Lorient, Leidouni qui est un peu une des révélations. On a toujours Msakni et Kazri, les trentenaires un peu vétérans. Mais voilà, je pense qu'ils se sont ratés contre l'Australie. C'était le moment clé de passer devant. Voilà, c'est une victoire, on va dire, pour l'honneur face aux Bleus. Mais il faut surtout penser à l'après. Voilà, c'est une victoire prestigieuse, c'est cool, mais il faut aller un peu plus loin. On va parler juste après, dans quelques secondes, de ce Australie-Danemark, avec donc la victoire de l'Australie, et parler surtout du Danemark, qui est vraiment peut-être l'une des grosses déceptions de ce mondial. Bruce, pour finir sur ce France-Tunisie, pareil, un petit mot pour la Tunisie. Tu as cru un petit peu pour eux, tu pensais qu'ils pouvaient le faire ou pas ? Bah là, oui. En plus, quand tu voyais la compo de l'équipe de France, tu te disais qu'ils avaient un coup à jouer, parce qu'on avait vu, ils avaient fait un bon premier match contre le Danemark. Et le début de match. Bon, là, comme ils l'ont dit, au final, tu loupes le coche contre l'Australie. Donc l'Australie, eux, ont fait le boulot. Alors pourtant, ils avaient mal commencé contre la France et au final, ils ont su gagner leurs 2 matchs. Donc voilà, l'Australie s'est pas immérité, donc bravo à eux. Après, la Tunisie, oui, sincèrement, parce que moi, perso, je ne voyais pas forcément l'Australie battre le Danemark. Je m'étais dit, sur le dernier match, allez, le Danemark va quand même faire un bon truc. Et au final, eux, ils sortent la tête basse. C'est une catastrophe avec 0 victoire et dernier de ce groupe. Donc ça, c'est assez fou. C'était difficilement prévisible. Donc voilà, oui, la Tunisie, je pensais qu'ils avaient un vrai coup à jouer. Et quand ils ont ouvert le score, je m'étais dit, si ça gagne, ça risque de se qualifier. Ouais, c'est le moment, quoi. De l'autre côté, je voyais Danemark ou nul ou un truc comme ça. Tu vois, je voyais pas forcément l'Australie gagner. Donc oui, je pensais vraiment qu'ils allaient se qualifier. L'image des Tunisiens à la fin qui regardent sur le téléphone le score d'à côté, franchement, ça, c'est le genre d'image, ça fait très très mal. Écoutez, c'était pas pour cette fois-ci, c'était peut-être pas le moment. Ce sera pour plus tard. Mais en tout cas, on a été séduits. On a vu de belles choses du côté de la Tunisie. Donc franchement, faut continuer à bosser comme ça. Alors, de l'autre côté, donc on le disait, Bruce, tu gardes la main, Australie, Danemark. Scipion, il regardait le match. Nous, on regardait le match de l'équipe de France. Scipion, moi, je vais pas faire non, mais t'inquiète pas, c'est surtout pour parler du Danemark. Mais Scipion, il nous fera peut-être son petit résumé de ce qu'il a vu en double écran. Le Danemark, Bruce, c'est confirmé, c'est la déception de ce mondial, vraiment. Bon, on va voir avec la fin des poules. Ça sera sûrement pas la seule déception. Oui, mais bien sûr, pour l'instant, en tout cas. C'est sûr que dans ce groupe-là, finir avec 1 point, on a un pays voisin qui va les rejoindre bientôt. Attention, un pays voisin, la Croatie, un petit peu vers le nord, en haut à droite. Attention. Si on met la carte à plat, D'accord, ok. Ça sent le truc comme ça, mais attention. Non, franchement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je pense que tout le monde ici mettait le Danemark. Il y en a qui les voyaient même en 1. Moi, perso, je les mettais en 2 derrière la France. Tout le monde les voyait se qualifier dans ce groupe. Parce que voilà, à l'Euro, etc., ils avaient été très bons. Il n'y a pas longtemps, ils nous ont joué, ils nous avaient fait mal aussi. Donc voilà, on sait qu'à la base, c'est une équipe assez complète et c'est sérieux. Et c'est vrai qu'ils sont passés complètement à côté de leur Coupe du Monde, ça arrive. C'est comme ça. Et le plus surprenant dans l'histoire, c'est vrai que c'est l'Australie quand même qui arrive à s'en sortir. C'est assez fou. Parce que honnêtement, après le premier match et tout, je veux dire, on les avait tous oubliés un petit peu, tu vois. Bon, ils avaient joué contre la France, mais on les avait quasi tous oubliés. On leur donnait pas une chance. Et au final, c'est eux qui arrivent à s'en sortir. C'est vrai que l'Australie, du coup, c'est quand même grosse perf. Tu voulais relever un truc quand il y en a un dans le chat, il a écrit le karma, il va te faire mal, Kanto. Ça fait un moment qu'il m'a fait mal, le karma. Il peut plus faire grand-chose. Il peut plus me faire grand-chose. Le karma, il le boit maintenant. Je suis tombé dans un trou, mon ref. T'inquiète pas, le karma craint des gars maintenant. Alors, comme je le disais, Scipion, ça a été un petit peu notre bon élève parce que c'est vrai que c'est lui qui regardait ce match à côté du match de l'équipe de France. T'étais pas non plus ultra concentré dessus, mais qu'est-ce que t'en as vu ? Qu'est-ce que tu peux nous raconter de cette rencontre et surtout du visage affiché par les Danois et aussi celui de l'Australie ? Non, mais Danemark, parmi la pêle-mêle d'outsiders qu'on a vu sur cette Coupe du Monde, c'est une immense déception parce que en termes de qualité de jeu, ok, tu peux perdre, mais tu peux avoir beaucoup d'opportunités, tu peux surdominer tes adversaires. Il n'y a même pas eu ça, je trouve. Cette qualité, tu vois, ces combinaisons
chez eux à Copenhague, on avait énormément souffert. Coup de pied arrêté, oui, parce que Christensen marque leur sort de but là-dessus. Mais même sur ce type de phase face à l'Australie, ils n'ont pas non plus été hyper tranchants. Honnêtement, chapeau aux Australiens d'avoir super bien joué le coup et d'avoir dominé cette équipe. Et en plus, on le disait avec Kanto, cette équipe, ils sont éparpillés aux quatre coins de la planète. Leur buteur, Mitchell Duke, il est en D2 japonais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Franchement, il l'a vérifié tout à l'heure. Leur taulier, il joue au Celtic, il joue Irvine, je sais même plus où est-ce qu'il est. Attends, c'est pas Melbourne, c'est. Attends, non, c'est à Saint-Mirren, non? Ok. Là, je t'avoue que. Vous parlez de qui, les gars? Vous parlez de qui? Il y a, pas avec vous, il y a Matthew Ryan qu'on avait vu du côté de Brighton et de Valence. Honnêtement, ils ont un espèce d'effectif qui est éparpillé et ils arrivent à en faire un truc hyper cohérent. En plus, tu vois, c'est une équipe qui avait plus gagné de match Saint-Pauli. en coupe. Saint-Pauli, ouais, tu vois, en Allemagne. Des deux allemandes. Allemagne, putain. C'est assez ouf. Et ils avaient plus gagné depuis la Coupe du Monde 2010. Et honnêtement, là, ils se retrouvent en 8e de finale avec un jeu. Bon, l'équipe de France a réussi à les faire voler en éclats, mais honnêtement, contre la Tunisie et le Danemark, ils ont hyper bien résisté. Ils ont su marquer sur leurs occasions. Donc, c'est un adversaire un peu embêtant à jouer en 8e parce que dans cette configuration où tu as la possession, tu domines tout. Voilà, je pense pas. Si c'est l'Argentine, par exemple, c'est typiquement un adversaire. L'Australie, ils vont se régaler, quoi. Ils vont les aspirer. En contre, ils peuvent faire mal. Donc, honnêtement, déjà pour moi, c'est une immense surprise qu'ils sont en 8e. Donc maintenant. Je pense, pour tout le monde. Hein. Le 11, c'est sûr que. Franchement, mais voilà, on mettait tous France-Danemark en 8e. C'est évident. On est tous obligés d'être France-Danemark. Et franchement, ça met en place un 11 qui est. Voilà. Qui est bien combatif, et en plus je sais pas quel va être le développement du football australien après. On a vu qu'il y a le coach, un ancien coach australien qui a rejoint l'Estac en remplacement de Bruno Herles, donc par exemple ça peut permettre de voir un peu ce que ça donne dans notre belle ligue des talents. Et pour revenir sur le Danemark, franchement flop total, même des joueurs qu'on aimait bien type Damsgaard, le petit prince du dernier Euro, qui est totalement passé à côté. On l'a pas reconnu, vraiment. Un petit souci numéro 9 aussi, mine de rien, entre Poulsen, Braithwaite, Dolberg. Personne n'a fait la différence. Cornelius, le grand Cornelius. Cornelius, ouais. On savait au Girondins de Bordeaux, c'était un grand attaquant. On se doutait que dans cette Coupe du Monde, on allait faire des ravages. Mais quoi qu'il arrive, honnêtement, Danemark, dernier de ce groupe. Alors là, je m'y attendais pas du tout. Ouais, c'est sûr qu'on n'aurait pas mis une pièce dessus. Kanto, comment est-ce que tu tenterais d'expliquer cette déroute danoise, toi? Qu'est-ce qui a manqué aux Danois? Parce que, encore une fois, on le répète, c'est vraiment une équipe qui nous faisait impression avant que la Coupe du Monde commence. Là, il t'a manqué pas mal de choses, tout. Non, mais... c'est ce que j'allais dire. Quand tu prends un point dans un groupe avec Australie, Tunisie, France, c'est quoi? Il y a... Mais je parle dans le jeu, moi. Il y a eu 2-3 trucs qu'il a manqué, un petit peu de folie. Comme j'ai dit, si on se rappelle le dernier Euro, les joueurs qui avaient été des joueurs clés, on pense à Melle, on pense à Damsgaard, c'est des mecs qui avaient des profils créatifs, qui avaient des jambes de feu, qui étaété capables de déborder, de venir éliminer, percuter. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas senti qu'il y ait trop de joueurs qui étaient capables de venir percuter, de faire des différences. Et c'est ça a été un jeu un petit peu trop stéréotypé, sans différence, sans de joueurs qui ont cassé trop de lignes, sans de réelle finition. Voilà, il a manqué beaucoup de choses au Danemark. Il faudra bien regarder tous leurs matchs plus en détail pour analyser ça au mieux, mais c'est vrai que moi la différence frappante que j'ai eue par rapport à l'Euro, c'est qu'ils avaient des joueurs qui étaient capables de faire les différences, là où sur la Coupe du Monde on n'a pas senti qu'il y ait de joueurs qui étaient capables de faire la différence. C'est Kinu Bacchus pour l'Australie qui joue à Saint-Mirren, je tenais à préciser. Ok, très bien. Kanto, très grand spécialiste du football océanien et asiatique. Messieurs, on va refermer la page de ce groupe D. On a encore d'autres petites choses qu'on veut faire dans cette émission. On va notamment parler de l'Argentine tout à l'heure, qui va jouer sa qualif, qui va jouer son destin tout à l'heure. Bruce qui va devoir regarder ça dans les yeux, bien entendu. En train de rentrer dans le match tranquillement. Là il se prépare à rentrer dans son match, Bruce. Là, on le voit en préparation depuis tout à l'heure. Scipion nous a préparé une petite chronique aujourd'hui, on en a parlé en off. Vous allez voir, ça va être super intéressant. C'est pas pour tout de suite. Ok, vas-y, tu m'as fait. Mais j'avoue, il t'a lancé aussi. La même feinte que Mbappé contre le Danemark. Donc, très au taquet comme ça, j'y vais. Là, je t'avoue, j'ai un peu feinté. C'était juste pour teaser en vérité. Vous allez voir, c'est une petite chronique qu'il a préparée qui est très intéressante. On vous en parle après. On va vous la présenter. Je vous jure que c'est très très cool et vous pourrez même donner votre avis sur le chat. Donc on en parlera.
Mais juste avant, peut-être un petit mot sur ce groupe B. C'était les matchs d'hier, Angleterre, Pays de Galles, Iran, États-Unis. Bruce. Ton groupe, Braque. Finlande, tes groupes. Non, un groupe que je suis avec attention, pas un de mes groupes. Moi, mes groupes, c'était le groupe du Sénégal et le groupe D de la France. Il y a le Brassico qui arrive, Braque, en 8e de finale. Le Brassico. Sénégal-Angleterre. Vous êtes mis d'accord sur un nom. Brassico, c'est pas mal. Non, Bruce, plus sérieusement, parlons d'abord de l'Angleterre. Il n'y avait pas une adversité folle. Hein. On a regardé ce match. Il y avait l'Iran-États-Unis juste à côté qui était peut-être un peu plus intéressant. J'étais principalement sur Iran-États-Unis parce que c'est là qu'il y avait du suspense. Moi, l'Angleterre, j'ai vu les buts et tout, mais tu sais, j'ai moins regardé. Tu vois. Ok, alors j'en parlerai après de l'Angleterre. Ce Iran-États-Unis, du coup, Bruce, est-ce que l'Iran a des raisons d'avoir des regrets ? Bah, tu te dis toujours, pourquoi pas, il y avait la place, tu étais encore en vie jusqu'au dernier match. Après, sincèrement, quand tu vois la phase de poule, pour moi, les États-Unis méritent leur qualification. Déjà, ils n'ont pas perdu un match. Il y a un milieu de terrain qui fonctionne très bien. Tu as Pulisic en mode patron, etc., qui fait un très très bon début de Coupe du Monde. Pour moi, c'est cohérent. Et c'est pour ça que je dis, les Pays-Bas, ils ont un petit peu peut-être de soucis à se faire. C'est pas la qualif assurée contre les États-Unis. On va voir au tour suivant, en tout cas. Et moi, c'est une équipe qui m'a plu. Il y a beaucoup d'envie, ça court beaucoup, etc. Bon, parfois, il y a des erreurs, tout n'est pas parfait. Mais sincèrement, c'est cohérent ce qu'ils font. Et même contre le Pays de Galles, déjà, ils avaient peut-être laissé un peu trop de force en première mi-temps, mais ils auraient dû plier l'affaire dès le début. Au final, ils se sont fait rejoindre en deuxième mi-temps. Contre l'Angleterre, ils en auront posé aussi des soucis. J'ai trouvé un peu mieux que l'Angleterre. Donc voilà, c'est pas rien. Et ils sont invaincus. Et moi, c'est une équipe que j'aime bien personnellement, qui propose vraiment quelque chose d'intéressant. Et qui peut peut-être, pourquoi pas, il y a un monde, aller un peu plus loin, quoi, en fonction. Parce qu'on a vu que les Pays-Bas, c'était pas imprenable. Je suis d'accord. Alors, moi, ce qui me fait un peu peur pour ces Américains, c'est que j'ai l'impression que déjà, tu n'as pas forcément fait tourner. Et puis, tu as un jeu qui est quand même pas mal énergivore. C'est des mecs qui courent tout le temps. C'est des mecs qui partent en contre en permanence. Quant à est-ce que ça peut pas leur poser finalement des soucis pour les huitièmes déjà ? Ça peut leur poser des soucis. On l'a vu face au Pays de Galles, où en première période, ils ont eu ce jeu qui était tellement énergivore qu'en deuxième, ils ont été obligés de reculer. Finalement, ils se sont remis à jouer seulement quand les Gallois avaient égalisé. Et c'est là où on s'est demandé un petit peu pourquoi ils avaient trop reculé. Alors, est-ce que c'était un souci d'énergie ? Est-ce que c'était un souci tactique ? Bon, on s'est un petit peu posé la question parce que derrière, ils ont été capables de redémarrer pour la fin de match. Derrière, ils sont arrivés à tenir quand même physiquement face à des Anglais, tenir physiquement face à des Iraniens qui étaient plutôt en confiance après leur victoire face au Pays de Galles, des Iraniens qui avaient besoin d'un match nul seulement pour se qualifier. Et finalement, dans un match qui était décisif, ils sont arrivés à le remporter. Donc ça aussi, c'est un bon point. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de gagner des matchs en Coupe du Monde et qui est capable de faire du jeu et de gagner des matchs clés. Maintenant, si on parle de cette équipe des Pays-Bas, les Pays-Bas, si on prend le match face à l'Équateur, ils ont été ultra bousculés face à l'Équateur. Oui. Donc moi, s'il y a une équipe des États-Unis qui se chie pas dessus et qui ne joue pas reculé parce qu'ils respectent trop leur adversaire, les Pays-Bas, je pense pas, c'est pas leur genre. Oui, qu'ils ont montré. Sur le principe, c'est pas leur genre. Maintenant, quand tu as une équipe comme les États-Unis où il y a quand même pas des générations qui tous les 4 ans enchaînent des phases finales de Coupe du Monde, on peut quand même légitimement se demander si c'est les joueurs qui vont assumer et qui vont aller rentrer dans leurs adversaires ou est-ce qu'ils vont jouer un petit peu plus reculé. Moi, je pense qu'ils vont assumer. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas peur de grand monde. Ils veulent sortir quand il arrive à leur manière. Ils l'ont montré. It's called soccer. Voilà, c'est pas du foot, c'est du soccer. On est là pour montrer le beau jeu américain. Et je pense qu'ils vont leur rentrer dedans aux Pays-Bas. Et attention, parce que les Pays-Bas, on a vu que défensivement, il y avait beaucoup de difficultés à arriver à contenir tout ça. Et si les Américains arrivent à contenir quand même le principal danger qui s'appelle Cody Gakpo, c'est là où il va falloir stratégiquement arriver à faire quelque chose. De Jong aussi, qui est pas mal. Oui, De Jong dans l'entrejeu, mais Gakpo offensivement, il va falloir peut-être que le coach envisage des prises à deux pour certains joueurs des Pays-Bas, parce qu'on voit que finalement, quand tu arrives à museler 2-3 joueurs côté Pays-Bas, derrière, c'est un petit peu la panique à bord. Donc, il va falloir que les États-Unis tiennent le choc physiquement, arrivent avec de bonnes intentions et surtout qu'il y ait du bon coaching pour arriver à bousculer les Pays-Bas. Mais j'y crois fort. Même Dest aussi, qui a été très bon. Dest, c'est un excellent match. Donc, il y a beaucoup de bons joueurs de sélection, plus qu'en club c'est vrai. dans cette équipe. C'est pour ça, il y a des choses dans cette équipe. Pour toi, les Américains, Scipion, tu les vois peut-être être une surprise de cette Coupe du Monde. Au vu de ce qu'ils montrent, en tout cas, on a presque envie d'y croire, en fait. Ouais, vous avez dit un terme qui est très précieux, c'est énergivore. C'est une équipe, ça donne beaucoup. Et même les cadres, type McKennie, Adams, se sont obligés de sortir assez tôt dans la rencontre.
À voir comment les coachs vont gérer ça. Je pense à Van Gaal, est-ce qu'il va pas profiter, tu vois, à l'heure de jeu, si ça coince un petit peu pour mettre quelques flèches. Mais en attendant, c'est typiquement le match qui peut aller en prolongation, voire tir au but, parce que les Américains, défensivement, ils ont pris qu'un but et ça tient le coup. Honnêtement, ils ont, voilà, par exemple, Matt Turner, le gardien remplaçant d'Arsenal qu'on connaît pas forcément en Europe. Franchement, il tient la corde. Et ouais, surtout quand tu vois cette équipe des Pays-Bas qui convainc pas forcément, à part les deux individualités, pardon. Vous avez dit Gakpo et De Jong. Franchement, il y a la place pour eux et s'ils vont les embêter, les chercher, ouais, ça peut franchement, c'est un 8e très ouvert pour moi. Il y a, on va dire, Pays-Bas peut-être 55% par rapport au nom qu'on voit, mais honnêtement, les États-Unis, moi je pensais que ce serait une équipe beaucoup plus prête pour leur Coupe du Monde à la maison dans 4 ans. Et franchement, ils ont déjà réussi le coche de passer dans ce groupe et de revenir, tu vois, en 8e après leur échec de 2018. Donc honnêtement, cette jeune génération, elle est déjà prête, elle est mature, honnêtement. Qu'ils y aillent sans complexe. Et honnêtement, quand je vois cette équipe dans 4 ans à la maison, honnêtement, ça peut être un outsider. Ouais, même carrément. quand tu as un milieu de terrain fort comme ils ont, mine de rien, et que tu peux contrôler un peu le jeu, c'est pour ça que c'est une équipe qui peut jouer crânement sa chance contre n'importe qui. Parce que tu as des joueurs de ballon, tu as de tout. Et honnêtement, ça compte un milieu de terrain dans une Coupe du Monde. Hein. Non, et puis tout à l'heure, vous en parliez, mais tu as quand même un match référence contre l'Angleterre. Tu n'as pas perdu aussi. T'as pas perdu, tu as été solide. Tu as ce match donc contre l'Angleterre qui t'a prouvé que tu pouvais faire, entre guillemets, jeu égal face à des grosses nations, des gros favoris dans cette Coupe du Monde. Donc oui, moi je pense que là, pour le coup, les États-Unis, ils n'ont pas l'air d'avoir froid aux yeux. Ils ont l'air d'avancer et de prendre ce qui vient. Et c'est vrai qu'il y a quand même de la qualité dans cette équipe. Moi, peut-être pour vous parler de ce Angleterre-Pays de Galles, bon, alors après, honnêtement, il y avait vraiment pas match. Pour le coup, c'était quand même un match où il y avait quand même une énorme domination des Anglais. Les Gallois, très clairement, on avait l'impression qu'ils avaient déjà abandonné cette Coupe du Monde. Ils étaient déjà plus. Vraiment, une des plus moches équipes avec, on peut mettre le Mexique là-dedans. Il y a le Qatar. On peut mettre le Costa Rica, le Qatar. Le pire, c'est que ils ont gagné un match. Le Costa Rica et le Mexique sont pas éliminés encore techniquement. Oui, non, techniquement, ils sont pas éliminés. Mais de ce qu'on voit, mais par rapport au jeu proposé, c'est pas fou. Donc voilà, il y avait quand même une adversité qui était très très faible face aux Anglais. Et puis je pense que les Anglais, ils en avaient quand même sous la semelle parce qu'il y a eu ce match contre les États-Unis où ça a un petit peu bloqué. Mais là, très clairement, avec l'entrée de Foden, avec Rashford qui hier était clairement en feu. Je pense que vous avez tous vu le coup franc qu'il a inscrit. Et c'est pas que ça, c'est aussi comment dire, athlétiquement parlant, Rashford hier était vraiment très en jambes. Harry Kane qui continue avec ce côté un peu playmaker qu'on lui voit très souvent dans ce genre de compétition. Meilleur passeur du mondial. Meilleur passeur. Marque pas, mais il fait des passes, quoi. Donc ouais, ça se passe très très bien pour les Anglais. La réserve, on le sait, c'est surtout sur cette défense. Voilà, c'est savoir si Maguire va aller au bout avec Stones à côté qui a peut-être un petit peu moins de temps de jeu du côté de City. Mais quelque part, ça tient. Très bon début de mondial. Il est souvent bon avec l'Angleterre. Maguire, moi, je m'en fais pas trop pour lui. Maguire, on a l'impression que c'est un joueur de tournoi. C'est un joueur qui est calibré pour ce genre de compétition. Donc ça a bien tenu. Non, l'Angleterre, moi qui continue à me faire forte impression, vous connaissez mon avis sur cette équipe globalement par rapport au mondial. Hier, ils ont fait un match quand même assez sérieux. Ça a mis un peu de temps quand même à venir. Les buts ont mis un petit peu de temps à venir. Tu penses, Marcus ? Marcus, moi je pense que il y a de la concurrence. Il y a quand même beaucoup de concurrence, mais de ce qu'il a montré hier et des jambes qu'il avait, parce qu'il avait vraiment des jambes de feu. Je pense que là, dans l'esprit de Southgate, ça va discuter. Et d'ailleurs, quand il sort, tu le vois avec Southgate, avec les petits sourires et tout. Tu sens que Southgate compte sur lui. Non, mais justement, ça va être très intéressant de voir quel compo face au Sénégal. Est-ce qu'il va mettre Kane avec derrière une ligne de 3, on peut imaginer Rashford, Foden, Saka, ou alors est-ce que comme il a fait contre le Pays de Galles, mettre un milieu supplémentaire Anderson avec Bellingham, Rice. Honnêtement, c'est assez je suis vraiment intéressé de voir. Un peu curieux, Il aime bien Sterling, Mount. En fait, il aime bien Sterling pour son côté peut-être expérience, tout ça, mais on peut voir que Mount, je pense qu'en termes de il a peut-être perdu la production depuis lui, j'ai l'impression il a un totem aussi, Mount, quoi qu'il fasse. J'ai l'impression que quoi qu'il fasse, c'est pas un joueur que je déteste, tranquille, mais j'ai l'impression qu'il a quand même une grosse cote quoi qu'il arrive. Que ce soit Tourelle, que ce soit Lampard, que ce soit Potter. On parle de Southgate. Il garde une place qui est assez importante. C'est dur de rebondir après. C'est très très dur. Là, il a dit. T'as pas entendu ce qu'il a dit? Un jeu de mots incroyable, les grosses. Ah ouais. Mount la jolie. Non mais c'est grave. C'est zéro. C'était pas mal. Non, c'est éclaté. C'est un flop total, mais c'est ça qui est drôle. Il n'y a aucun intérêt.
Là, tu sais, mais t'avais pas d'inspi. Quand c'est là où mes interventions sont intéressantes, je trouve, c'est quand ça n'a aucun sens, en fait. C'est pour ça que je rigole, moi. C'est ça que j'ai fait rire. C'est limite trop, je trouve. Je sais pas. Faut doser. J'ai apprécié. Non, flop quand même. Pour revenir. Mais flop. Bruce, honnêtement, pour revenir sur l'Angleterre, moi, ce qui me fait peur, alors, c'est terrible parce que je trouve que c'est une équipe. Attends, t'as dit l'Angleterre, moi, ce qui me fait peur. Ah oui, bah oui, je suis en train d'analyser. Attends, Braque qui doute un peu de ses Anglais. Je t'ai jamais entendu douter. C'est la première fois. Arrête, Bruce. Même toi, tu doutes de l'Argentine, ton équipe. Donc, ça mais l'Argentine, il y a des raisons de douter. Mais toi, l'Angleterre, je t'ai jamais. Vas-y. Alors, écoute mes raisons. En fait, moi, ce qui se passe, c'est que cette équipe-là, le problème que je vois, c'est qu'elle a beaucoup trop de talent. Il y a trop offensivement. Mais t'imagines quand même entre Saka, entre Rashford, entre Grealish, entre Foden, entre Kane, entre Mount que tu viens de citer. Je trouve que le plus dur pour un entraîneur comme Southgate aujourd'hui, c'est d'arriver à faire jouer cette équipe, d'arriver à trouver la meilleure des formules. Kane, Rashford, Saka, vu la forme du moment, déjà c'est indiscutable. De les mettre. Enfin, je vous pose la question. Mais justement, quand tu vois ce qui se passe en ce début, bon, Kane déjà c'est obligatoire. Oui. Saka, moi j'aime bien. J'ai l'impression que Rashford, il a du feu dans les jambes et je pense qu'il faudrait surfer dessus. Non. Mais le problème, c'est qu'à côté, t'as Foden qui. Oui, Foden, c'est le football, mais il passe derrière beaucoup de monde. Même Gros Molleton, il est devant lui dans l'esprit de Southgate. Donc, je ne sais pas, Kanto. Non, je disais, moi, par rapport à Rashford, en fait, dans les deux positions, ça me dérange pas. Il peut être titulaire ou remplaçant, les deux. Il peut jouer partout. Dans tous les cas, il va apporter quelque chose. Donc, en fait, le préserver et profiter de son explosivité à partir de la 60e, ça m'irait. Après, c'est vrai que se priver d'un joueur avec cette qualité et sa forme du moment, c'est un petit peu dommage en tant que titulaire. Mais je trouve pas scandaleux de le préserver sur le banc. En fait, à mon sens, c'est typiquement le rôle du remplaçant qui n'est pas un remplaçant parce qu'il est moins bon que les autres, mais qui est un remplaçant parce que c'est le mec qui va t'ajouter une plus-value. C'est un remplaçant tactique, en fait. C'est ça, exactement. Ouais, stratégique même. Non, mais et puis c'était intéressant parce que hier, tu l'as vu au début du match, il évolue à gauche, après il est passé à droite. Donc en gros, je pense que Southgate faisait aussi ses tests et puis il a super bien marché des deux côtés. Enfin, voilà, moi ce qui me fait peur, il a un petit casse-tête, c'est ça. C'est un bon problème. Hein. Ah oui, complètement. Mais le problème, c'est que si tu te trouves, tu peux répondre présent. Le problème, Bruce, c'est que si tu te trouves avec tout ce que t'as, pour moi, c'est catastrophique. Ça s'est déjà trouvé plusieurs fois. Quand je dis troué, ça va en finale, ça va en demi. Pour moi, ils n'avaient pas des parcours très compliqués. C'était limite promis pour eux. Tu vois, s'ils faisaient pas le con. Mais ils ont quand même affronté l'Allemagne à l'Euro. Hein. Oui, mais c'était pas simple. Parce que c'était la meilleure Allemagne qu'on ait connue. C'est ça que je veux te dire. C'est pas une Allemagne dégueulasse. Moi, j'ai trouvé leur parcours à chaque fois. C'était quand même dessiné pour eux. Et à chaque fois, ça te choque à un moment. Et sincèrement, j'ai pas toujours été fan des choix de Southgate. Et je pense que quand on va voir la compo en 8e de finale, perso, après, je suis pas Southgate. Tranquille, je suis personne. Mais je pense que je serai pas complètement fan. Il y aura deux, trois choix, au moins deux choix. Il fera des choix. Ça, c'est sûr, il va trancher. J'ai du mal à comprendre. C'est toujours pareil, quoi. Ça, c'est sûr qu'il tranchera, notre ami Porte Sud, comme on l'appelle maintenant. Bon, en tout cas, voilà, c'était pour faire un point sur ces groupes. On va désormais introduire une nouvelle chronique et c'est Scipion qui va l'animer. Vous allez le voir, c'est extrêmement intéressant. Ça s'appelle la VAR de Scipion. La VAR de Pipion. La VAR de Pipion. Jingle. Dans quelques minutes. Pas dedans. Là, je suis malade. Là, Kanto, il n'est pas dedans. Je ne comprenais pas encore. Je l'ai pris premier degré. J'ai la crève. Là, Kanto, tu passes à côté de ton match. Là. J'arrive pas à avoir le même impact que d'habitude quand j'ai la crève. Je sais pas pourquoi. Remplacement. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'y es pas aujourd'hui. Ah, je suis pas. Alors, Pipion, écoute, aujourd'hui, cette chronique que tu vas nous présenter, c'est, très honnêtement, parce qu'on vous dit toujours tout ce qu'on fait, nous, on en a parlé un petit peu en off, et c'est vrai qu'on s'est dit que ça pourrait être intéressant de jeter un œil dessus. C'est ces joueurs, en fait, qui cartonnent en équipe nationale, mais qui sont pas forcément si bons que ça en club, qui ont du mal en club. Et toi, tu avais, avec tes potes, dressé une petite liste de ces joueurs. Donc, on va pouvoir réagir et débattre un petit peu de tout ça. C'est exactement ça. Très heureux déjà de faire cette première chronique dans Hors-jeu. Et un sujet bien sympathique, c'est vrai que même là, dans cette Coupe du Monde, on va voir des joueurs qu'on retrouve dans cette sélection. Ouais. On se dit, s'ils avaient seulement ce niveau en club, alors peut-être pas que ce serait des ballons d'or ou des vainqueurs de Ligue des Champions, mais honnêtement, ils pourraient faire bien mieux. Alors j'en ai sélectionné 5 et un bonus. Le bonus, je pense qu'il va faire débat, parce que j'avais envie de pimenter la chose. Ça nous intéresse. Le 5e, j'ai choisi le Chilien Eduardo Vargas, parce que c'est un joueur, à chaque fois qu'il est au rendez-vous avec le Chili, notamment en Coupe du Monde, on s'en souvient, 2010 et 2014, double vainqueur de la Copa América, s'il vous plaît, notamment contre l'Argentine. Quand même. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que c'est un mec qui a quand même 40 buts en 104 sélections, ce qui est un ratio, ma foi, pas
dégueulasse. Qui est pas dégueulasse. Pas mal de joueurs comme ça d'âme sud au final. Exactement. Qui font le taf avec leur pays. Et lui, je vous ai en fait dressé son passage en Europe qui est un peu calamiteux. Ouais. Alors, il a fait quand même Naples, où il n'a inscrit que 3 buts. Ouais. Il est allé à Valence, où il n'en a mis que 5. Offenheim, il n'en a mis que 2. Il est même allé en première ligue. Où ça? Si vous avez un souvenir, c'est fort. Alors là, c'est vraiment trouver compliqué. Arsenal, peut-être? Non, QPR. QPR. Okay. Et c'était un flop puisqu'il n'a mis que 3 buts là-bas. Donc voilà, c'est vrai que c'était un joueur que j'aimais bien retrouver à chaque sélection. C'est marrant parce que c'est un joueur qui, dans quasiment tous les mercatos, était pressenti à l'OM sans arrêt pour aller à l'OM. Et au final, il aime bien parler de l'OM comme Grinta. Exactement, c'est parce que c'est un petit peu dans l'ADN du club et sans arrêt, on le voyait évoluer dans les Copa et compagnie. On se disait putain, c'est un bon joueur et comment ça se fait que ce mec-là, personne n'est dessus? Ben voilà, quand on va en club, on comprend un petit peu mieux pourquoi. Ouais, bah écoute, ça c'était le premier joueur. Il dit sur FIFA, il est toujours chaud dans Surfut. C'est pas faux, hein. Je crois que sur FIFA, il avait une vraie belle carte de mémoire. C'est à une époque où il y avait plein de joueurs de QPR qui étaient plutôt bons. Des Leroy Fer et tout, non peut-être à cette époque-là. C'est ça. Pour le suivant, vous venez juste de le dire, et je pense que c'est un très bel exemple aussi. Alors oui, il a eu une bonne période à Leicester et Manchester United, mais quand je vois Harry Maguire, Coupe du Monde 2018, le dernier Euro et ce début de Coupe du Monde, je me dis que si seulement il avait, on va dire, cette concentration, cette stabilité, cette régularité, on le verrait autrement. Alors oui, l'an dernier, c'est totalement raté avec Manchester. Voilà, il n'y échappe pas. Ouais. Mais honnêtement, quand je le vois à chaque fois en sélection avec Porto Sud. Pourtant, la première saison, elle était pas mal. Tu vois, de Maguire et les gens, ils restent que sur ça, alors que sa première saison était pas mal. Non, mais exactement. Et honnêtement, c'est un défenseur de sélection qui est très fiable. Enfin, je redis, son Euro, c'était comme Luke Shaw. Enfin, c'était un des tout meilleurs défenseurs du tournoi. La Coupe du Monde 2018, où il se révèle un petit peu aux yeux du grand public. Voilà, il arrive, il va jusqu'en demi-finale. Et voilà, c'est le petit regret que j'ai, c'est est-ce que Maguire va un jour retrouver cette stabilité Je pense que c'est un mec qui a besoin beaucoup de confiance. C'est ça. Et t'as l'impression qu'en Angleterre, il a la full confiance et du coup, il est bien. J'ai l'impression qu'à United, je sais pas si ça pourra le refaire, tu vois. Moi, je le disais tout à l'heure, je pense que vraiment le contexte des compétitions joue beaucoup pour un joueur comme ça. Là, quand tu le vois jouer Maguire avec l'Angleterre, t'as l'impression que le mec, en fait, il se déchire pour la reine, enfin pour le roi maintenant du coup. Mais t'as l'impression qu'en fait, porter le maillot de l'équipe nationale anglaise, ça lui donne une autre force à ce mec-là. C'est pour ça que je l'ai toujours trouvé meilleur dans cette configuration. Après, à Manchester, tu l'as dit, je pense que c'est beaucoup un problème de concentration, beaucoup un problème de mental. Le mec, en fait, tu sens que ça le touche. Et sur une saison comme ça, sur de la régularité qui te demande d'être là tout le temps, et bah, tu sens qu'il n'y a pas de continuité. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais les qualités, et on le dit très souvent ici avec Bruce, le mec les a. Il a les qualités. C'est le problème, il vient d'ailleurs. Hein. Ça vient pas de son niveau de jeu. On va pas, c'est un peut-être des principaux responsables, ce que tu veux. On va pas se mentir, c'était pas le seul qui est dégueulasse à United. Et voilà, non, tout. Mais quand tu es dans une équipe qui respire pas la sérénité et que toi, ça va pas, bah c'est sûr que ça a pas l'air s'arrangeant, tu vois. Ouais, complètement. Je sais que c'est facile de tout lui coller tout le temps, mais ça n'a pas été le seul qui a été éclaté à United. Il prend très souvent cher pour... Oui, mais alors qu'il y en a plein qui mériteraient aussi. Ouais. Ok. On attaque le podium avec une statistique qui est assez folle. Ce joueur est impliqué sur 50% des buts de la Suisse en grande compétition depuis 2014. Tu vas parler de Shaqiri ? Shaqiri, évidemment. C'est vrai que souvent... Mais là, il est vraiment finito, par contre. Oui, là... il a laissé au pitch. Non, mais... Il l'a battu en vol, là. Il est finito. Mais il a fait la passe D. Mais il fait la passe D. Il est encore présent. Donc il n'est pas fini. Même en étant à 20%, 30%, il répond présent. Même à l'Euro, non, il met un but de ouf à l'Euro. Ah, mais il en a souvent mis des bangers. C'est vrai qu'avec la Suisse, il a souvent été. Voilà, aujourd'hui, il est à Chicago. En MLS, mais c'est vrai que si on fait son parcours en club, sa meilleure saison d'un point de vue statistique en championnat, c'est 9 buts à balle. Ensuite, ça a été un échec au Bayern, à l'Inter et à Lyon. À Lyon, à Lyon, on se disait en Ligue 1, il peut se relancer, c'est un championnat qui est fait pour lui. Au final, son meilleur rôle, ça a été remplaçant de luxe à Liverpool. Ouais, voilà. Franchement, c'est là où il était le mieux. Donc, mais Shaqiri qui répond présent. On se souviendra de lui, en tout cas, il aura fait sa petite carrière. Moi, perso, il aura fait une belle carrière. Pas mal. Bien sûr. Non, c'est ça. Ok, très bien. Prochain joueur, Scipion, du coup. Top 2. Le top 2. Champion du monde allemand. Joueur extrêmement performant. André Schürrle. 49 buts, 31 passes décisives en 130 sélections. Attends, un mec qui est pas bon en club, du coup, mais qui est bon en sélection, mais pas bon en club. Attends, ça pourrait être... Non, Götze, c'est trop... Gomez ? Non. Miroslav ? Non. Ah, non. Comment il s'appelle Il a joué au Bayern. Podolski ? Non. Lucas Podolski, ouais. Podolski, une carrière, on se demande un petit peu. C'est vrai que c'est un joueur qui était extrêmement attaché à Cologne. D'ailleurs, quand il a fait un flop au Bayern, il est reparti là-bas avant de tenter sa chance en première ligue à Arsenal.
Voilà, il a fait une petite saison à 11 buts, mais derrière, ça n'a pas forcément. Avec l'Allemagne, ouais. Ça n'a pas forcément. Il en a mis percé. 50. C'est énorme. Quasiment. 49 buts. Et il mettait des mines, il avait une il patte. était fort. Il avait une belle patte gauche. D'ailleurs, on s'est fait strike la dernière fois sur un but de lui en Pologne. Oui, que tu allé chercher. Ouais. C'est ça. Il joue toujours du côté de Gornik. Et c'est vrai que c'est une carrière un petit peu atypique. Et surtout, il avait commencé très très jeune avec l'Allemagne. Oui, Moi, je pensais oui. que c'était à Coupe du Monde 2006. Et non, il était déjà là à l'Euro 2004. Ah ouais, Il avait que 19 piges et il était déjà présent. Donc, moi, je me souviens, je crois que j'étais à ce moment-là en Allemagne, c'était pour le piggyback à l'époque, et j'avais regardé un des matchs de l'Allemagne, je crois que c'était un match amical, et là-bas, il était vu comme la nouvelle pépite, genre c'était le futur du football allemand à l'époque, hein, je m'en souviens très bien, ça m'avait marqué. C'était pas Mayence ou je sais pas quoi avant le Bayern. c'est Cologne. Cologne, voilà. C'est Un Cologne. grand club où il est retourné après le Bayern. Alors, je vois le chat dit c'était pas un flop Arsenal et tout. En fait, on dit que quand on voit un mec qui est impliqué sur 80 buts en sélection allemande, on se dit que normalement au club, enfin tu vois, par rapport à d'autres, ça aurait pu être beaucoup mieux. Ouais. Finalement, voilà, et ça n'a jamais totalement décollé, quoi. Dans le top 1, il n'y a pas de suspense du coup. Comment ça, il n'y a pas de suspense C'est le bon Dieu des gardiens de but du monde. Voilà. Ah, Memo. Ouais. J'ai vu un très bon tweet qui disait Memo Ochoa est à la Coupe du Monde ce que Maria Carré est à Noël. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'à chaque Coupe du Monde, le mec ressurgit, bam, premier match, penalty arrêté. Bon, contre l'Argentine, c'était pas ouf. Mec, là. Mais c'est un vétéran. Alors, vous allez me dire, c'est vrai qu'on se souvient de son match mythique avec Ajaccio contre le PSG où il arrête tout jusqu'à ce que Cavani mette une frappe surréaliste pour Ajaccio, enfin venir à bout. Il a fait une carrière honnête, honnêtement. Mais par rapport à ce qu'on voit de lui en Coupe du Monde, on se dit, est-ce qu'il aurait pas pu faire mieux quand même? Parce qu'à chaque compétition, dingue, il a vraiment eu un très très bon niveau, quoi. C'est un des rares joueurs qui a fait 5 Coups du Monde, pas tout en tant que titulaire. Mais honnêtement, alors oui, il a un bon palmarès avec le Mexique, 4 Gold Cup notamment. Il a remporté quelques titres, notamment avec l'América, son club au Mexique. Mais honnêtement, quand je vois à chaque fois ses performances, est-ce qu'il aurait pas pu passer dans une autre dimension? Alors je dis pas que c'était un Casillas, un Neuer, un Buffon, mais dans une catégorie. Non, mais il est dans la légende de la Coupe du Monde, ouais. On s'en souviendra clairement de lui. Hein. C'est ça. Et honnêtement, pareil, il était annoncé un temps du côté de l'OM. Ouais. Maintenant, j'aurais été très En même curieux. temps, tout le monde a annoncé à l'OM. Cristiano. Tous les joueurs de cette sélection ont été annoncés un jour ou l'autre à l'OM, ouais. Ah, mais ouais, en effet, Ochoa, c'est vrai que. C'est un joueur qu'on aime bien, voilà. C'est un joueur qui a quand même l'arrêt sur la tête de Neymar. On se souvient tous, hein, c'était incroyable. Enfin, voilà, beaucoup de Coupes du Monde aussi à son actif. Donc, il mérite son petit top 1. Il y a un joueur qui a beaucoup été cité dans le chat. Je pense que ça peut créer le débat. On ne sait pas. Ah, il a préparé un bonus. J'avais un bonus, Oui, ouais. il y a le bonus. Ça se trouve, c'est je savais pas. Vas-y, Ah, mais c'est le débat que je veux lancer parce que c'est vrai que quand je me suis penché sur toutes les sélections, du côté de l'équipe de France, j'ai regardé. Ouais. Ah, je sais. Ouais. Attends, je suis d'accord avec qu'on toi, peut du réfléchir? Non, mais Bah, on le c'est sait évident. déjà. Il a été forfait à la Coupe du Monde. Ah oui. Un milieu. Pépé. Ouais, ok. Ça se trouve, c'est pas du tout lui. Non, s'imagine sur un nom. Genre, Ça se trouve, il va nous sortir Pascal Chimonda, vous l'avez oublié. Non, forcément, il a été champion avec la Juve, il a été excellent là-bas. Ouais. C'est tout. Une saison avec United, il gagne l'Europa League avec Mourinho. Mais honnêtement, quand on voit le niveau de Paul Pogba en sélection, il va avoir 30 ans. Ouais. Il y a des regrets. Honnêtement, aujourd'hui, je le dis, et ça m'agace parce que c'est un joueur que j'adore. Quand je vois la taille patron qu'il avait à la Coupe du Monde 2018, forcément, son début d'Euro contrasté, il perd la balle contre la Suisse et tout. Même l'Euro 2016 où il était là. Honnêtement, un Paul Pogba version sélection, j'ai toujours adoré. Oui. Et en club, c'est dommage de ne pas avoir vu ces stabilités-là. Est-ce que c'est un garçon qui est capable d'être motivé toute l'année sur 38 journées, là où sur un tournoi, c'est match après match, un match tous les 4 jours, t'as une intensité, t'es dans un groupe, t'es dans un cocon. Tu bouges pas. Exactement. Au même endroit, tu peux pas te disperser. Des chances, c'est peut-être lui parler. Il n'y a pas de dispersion, il y a peut-être des gens qui sait lui parler, mais c'est un mec, j'ai encore revu son discours là, face à l'Argentine tout à l'heure sur Twitter. Voilà, c'est un leader de groupe qui, lorsqu'il se disperse pas, il est là. Après, c'est vrai que si tu prends 38 journées, plus les matchs de coupe, plus les matchs en Europe, etc., ça fait beaucoup de concentration pour un seul et même joueur. Est-ce qu'il a la capacité d'être concentré tout le temps? Je sais pas, je le connais pas personnellement, mais c'est la question qu'on peut légitimement se poser. Voilà, pourquoi il y a des joueurs qui sont plus importants en sélection qu'en club? C'est que quand ils sont en sélection, c'est sur un moment réduit, alors qu'en club, c'est sur une période un petit peu plus vaste. Est-ce que c'est pas un mec t'as besoin un peu de serrer la vis, tu vois, aussi? Ouais, peut-être. Ce que Deschamps et l'équipe de France arrivent à faire, parce qu'à l'époque de la Juve, même s'il est jeune, t'as les Pirlo, les Marquisio, tous les tauliers. Vidal, t'as plein de tauliers autour. Tu vois, tu peux pas te permettre, eux, ça rigole pas. Peut-être il a besoin de mecs comme ça autour aussi, je sais pas. C'est vrai que Pogba, c'est un peu une énigme parce que honnêtement, quand il commence sa carrière, quand on le voit du côté de la Juve, le mec te mettait des bangers, le mec était sur des buts, même limite des buts iconiques, qu'il inscrivait déjà à l'époque. Et on se disait, mais ce gars-là, c'est quoi? En fait, c'est le...
je sais pas, nouveau Vieira, nouveau je sais pas qui, mais en tout cas, on se disait que ce type-là, ça allait être vraiment une des attractions limite du football français. Ça l'a été pour le football français, mais pour sa carrière en club, c'est vrai que moi, je comprends pas comment un mec comme ça, qui a autant de qualité, autant de talent, n'arrive pas à performer. Et surtout moi, ce que je trouve encore plus dommage, c'est que c'est un joueur qui est tellement malléable, c'est un joueur qui peut aller avec tellement d'autres joueurs dans tellement de systèmes différents. Parfois, il pouvait même jouer à gauche, parfois il peut jouer en relayeur. Je pense qu'en 6, c'est un peu trop loin sur le terrain, mais oui, je suis d'accord avec Scipion. C'est une énorme déception. C'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, très bon bonus en tout cas. Il y a un joueur qui vous revient peut-être, Bruce et Canto, avant qu'on avance. Vous avez réfléchi un peu. J'étais en train de réfléchir à ça. Le chat, si vous avez des idées. Est-ce qu'il y a un joueur qui a pété, je sais pas, dans une sélection comme la Pologne ou un truc comme ça? Alors, pour le chat et notamment les Portugais. Lewandowski en tout cas. Et les Portugais, on m'a beaucoup parlé d'Elder Postiga, qui a une carrière en club. On va dire anecdotique. Par contre, en sélection, apparemment, il répondait souvent présent. Ratio pas dégueu. Donc, à voir. Oui, c'est vrai que Krikoviak, par exemple, ça peut. Alors, après, c'est vrai aussi que dans ce débat-là, tu peux avoir des joueurs en fait que tu vas avoir l'impression de trouver très forts en sélection, mais parce que les mecs jouent pour des sélections qui sont un petit peu moindres, sans manquer de respect à aucune sélection. Mais je sais pas, moi, tu vas avoir un joueur qui va pas être très très en vue dans un club et pourtant il va être très en vue dans une sélection parce qu'en fait sa sélection va le mettre en avant parce que il va faire partie des meilleurs joueurs que tu vas avoir dans ton pays. Donc forcément, il peut y avoir des joueurs. Tu vois, je pense à un Pulisic par exemple. On sait que c'est très compliqué avec Chelsea. Là, tu le vois avec les États-Unis. Le mec, en fait, c'est limite la star en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc parfois t'as aussi ce truc là. Franchement, il m'impressionne avec les États-Unis. Il est bon, hein. Je pense que je sais pas si Chelsea ils vont peut-être faire quelque chose, l'utiliser différemment ou pas, mais en tout cas ça peut intéresser aussi d'autres, honnêtement. Moi, je trouve que c'est vraiment en mode patron, quand tu lui donnes un peu plus les clés du camion, sincèrement, ce qu'il fait, moi, je trouve que c'est bluffant. Les amis, s'il vous plaît, respectez Forlan, parce que je vois Forlan, c'est le nom que je vois le plus tout à l'heure. Vous êtes en train de me le faire passer comme si le mec était passé à côté de sa carrière, mais Forlan, c'était un tueur à gages à l'Atlético et compagnie. S'il vous plaît, respectez Diego. À United, c'était un super remplaçant. C'est pas parce que le Jaboulani en 2010, c'était un ballon de plage où tu tirais n'importe où, ça rentrait, que faut le mettre directement, quoi. Incroyable ce ballon. Il y a James aussi qui est cité beaucoup sur le chat. James, il a eu une carrière en club. Blessure. Et oui, il n'a jamais été tout le temps sérieux, j'ai l'impression, nonchalant. Et c'est sûr que il a eu sa période aussi avec la Colombie où c'était très fort. Après, est-ce que ça a duré 100 ans aussi? Non. Donc... Bon, du coup, pour répondre à Scipion, je ferai une petite chronique dans cet esprit-là. Mais moi, avec tous les joueurs. Avec l'inverse? Lui, c'est un truc bizarre. Non, je ferai avec tous les joueurs qui ont une valeur marchande réduite, mais qui font une bonne Coupe du Monde, genre des Saoud Abdoulhamid. Des joueurs qui pourraient être des bons coups pour des clubs de Ligue 1, par exemple. Surtout qu'il y a le mercato d'hiver qui arrive. Surtout qu'il y a le mercato d'hiver. On sait que des joueurs qui sont brillants à la Coupe du Monde ne sont pas toujours brillants en club, mais rien ne coûte d'essayer. Donc s'il y a 2-3 pépites à aller chercher à droite à gauche, j'essaierai de tu nous estimeras le prix de Gakpo, qui apparemment ça va se décanter vite, mais du coup ça va chiffrer. Je sais pas si je vais pouvoir estimer ça, mais Gakpo, moi je te l'estimerai. Ça coûte un peu d'oseille. Quand il est question d'argent, j'ai un On va appeler notre ami de Transfermarkt aussi, il va valider tout ça. Ok Canto, pas de problème, la réponse à Scipion, je vois qu'il y a de la jalousie dans l'air un petit peu. Là il a élevé le niveau. Bravo en tout cas Scipion, merci beaucoup pour cette chronique, et je pense qu'on en fera d'autres parce que c'est toujours intéressant comme ça de revenir sur des joueurs un petit peu qu'on n'avait plus sous le radar. Bon les amis, on revient dans la Coupe du Monde quelque part. On s'était un petit peu arrêté sur le côté, on va parler de l'Albi Céleste maintenant parce qu'il y a ce match décisif, ô combien décisif contre la Pologne, et donc on va analyser un petit peu les choses. Que va-t-il se passer? Qui va se qualifier? Qui va s'imposer? Bon Bruce, je te donne la main direct. Je crois que la compo est sortie, je sais pas si la régie là... Il est quelle heure? 19h17, on a la compo, elle va bien s'afficher, Bruce, t'inquiète pas. Ça... Et on va te laisser la commenter en direct, la compo. La régie, si vous avez la compo, n'hésitez pas à la balancer, et Bruce nous la commente. C'est parti. Galère. Du coup, on densifie le milieu de terrain. Alors, on a Otamendi, Romero. Du coup, pas Lisandro derrière. Rodriguez qui saute au milieu. Ouais. À la place d'Enzo. Non, il y a Paredes aussi qui avait eu du temps de jeu qui saute. Au premier match. Et donc, Alvarez aussi à la place de Lautaro. Aussi. Ouais. C'est vrai que Lautaro fait pas un bon début de Coupe du Monde, alors que c'est un joueur qui est plutôt très bon normalement avec l'Argentine et très bon joueur. Et c'est vrai qu'Alvarez faisait des bonnes entrées en jeu. Et du coup, là, il a gagné le droit d'avoir sa chance ce soir. Donc, écoute.
Ça densifie clairement le milieu de terrain aussi. Et puis maintenant, on va voir, quoi. Mais après, c'est vrai que Lisandro derrière. Il y a plus de Montiel, je remarque, qui avait été aligné Montiel. Acuna qui avait fait un bon match, donc pas étonnant. Après, sur les latéraux, ça change. J'ai vu Tagliafico au premier match aussi. Et là, tu as Acuna Molina, c'est nouveau. Lisandro est pas là. C'est Romero qui reprend la place. McAllister encore titulaire. Après, de Paul, jamais très loin de Messi. Hein, ouais, c'est ça. Après, il a mis Enzo peut-être un petit peu plus de jeu que pour Rodriguez qui avait été là. À voir ce que ça va donner au niveau de cette équipe-là. Mais en tout cas, pas mal de changements. On voit qu'il est encore en train de chercher la bonne formule. Alors, je vois Scipion, je pense qu'on voit tous, Julian Alvarez à la pointe de l'attaque. On a beaucoup parlé de Lautaro, nous, cet après-midi, pour savoir s'il serait titulaire ou pas. Surpris de le voir là ? C'est ça pour un match aussi décisif ? Non, mais c'est une trajectoire qui est très intéressante parce qu'il a été recruté par Manchester City l'été dernier en backup d'Haaland et on se demandait est-ce qu'ils vont le prêter et tout. Finalement, il est resté. Et quand Haaland n'est pas là, parce que le cyborg, voilà, il a besoin de se faire rebooter de temps en temps. Voilà, il faut de temps en temps le laisser resserrer un petit peu les vis. Au repos. Et franchement, il a bien profité des miettes et il a saisi l'opportunité. Après, l'Argentine avait déjà été appelée par Scaloni. Lautaro, c'est un peu dommage parce qu'il n'est pas trouvé. Tu vois, le match contre l'Arabie Saoudite, il marque en étant hors jeu. Enfin, il a pas suffi de grand chose pour que ça bascule du bon côté pour lui. Mais honnêtement, je pense que Scaloni, il tente quelque chose. Il se dit, Lautaro, ça va pas marcher. Voilà, on va tenter le coup avec Julian Alvarez, mais il a un profil très intéressant. Et en tout cas, pour lui, c'est quand même assez surprenant. Et je vois Julian Alvarez, Enzo, deux gamins de River Plate comme ça, alignés et tout. Franchement, c'est bien pour leur formation. Ça veut dire que ça marche fort et tout. Alors oui, aujourd'hui, ils sont à City et à Benfica. Mais je pense que Alvarez peut faire la différence. Mais c'est assez cool de voir Enzo Fernandez en vrai. En vrai, là, oui, il y a une petite prise de risque, mais au vu de la forme de certains, tu vois, au moins, il met des joueurs capables de courir, etc., de la jeunesse. On voit qu'il y a des joueurs qui ne sont pas forcément au top de leur forme. Et c'est pour ça on verra aussi Romero, qui a commencé la Coupe du Monde un peu diminué et tout. Donc, on va voir si là, ça va mieux. Bon, s'il le raligne, c'est que ça doit aller un peu mieux. Mais en tout cas, moi, Alvarez et tout, de ce qu'on a vu, ça peut être ultra intéressant, parce que lui, c'est une petite pile. Et c'est vrai que Lautaro, il propose très peu de choses en ce début de Coupe du Monde. Alors que pourtant, c'est vraiment un joueur que j'aime bien, même s'il joue à l'Inter et tout. Tu vois, c'est un joueur avec l'Argentine qui est souvent très bon. Et pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose de tenter Alvarez. Alors, pour qu'il n'y ait pas de déçus, on va regarder aussi la compétition de la Pologne. Et vu qu'il y a un petit match Bruce-Kanto, Kanto, c'est toi qui vas nous commenter ce 11 de la Pologne. La Pologne, toi, depuis le début de ce mondial, il a crois pas du tout. Pardon, et il a quel âge maintenant? Il a bien 30 passés. Il doit avoir 32 ou bien 30 passés. 33 encore, mine de rien. Écoute, dans cette compo, on continue avec Szczęsny qui est le patron derrière, qui est ultra important pour cette équipe. Une charnière à l'opposé avec Kamil Glik et Kiwior qui, excusez-moi, je vais pas les faire avec les prononciations polonaises parce que je les connais pas, mais Kiwior qui est un très jeune défenseur central qui est l'avenir de cette équipe polonaise. Cash qui devrait pas être là parce que il aurait dû prendre 8 matchs de suspension déjà, mais avec le coup de coude qu'il a lâché. C'est ça, mais il est bel et bien aligné sur le côté droit. Berezinski qui est un joueur que je trouve très très moyen depuis le début de cette Coupe du Monde. Donc c'est lui le principal point faible à viser du côté de l'Argentine. Une charnière avec Di Maria et Rikoviak, c'est ça, il aura Di Maria. Frankowski qui est titularisé dans cette équipe, joueur qu'on connaît très bien parce qu'il joue au Racing Club de Lens. Piotr Zielinski qui est un petit peu en difficulté depuis le début du mondial, qui a marqué un peu décevant du côté de la Pologne. C'est un beau joueur. C'est un super joueur du côté de. Il avait marqué du côté c'est lui qui a marqué il a marqué contre l'Arabie Saoudite l'ouverture du score avec cette frappe sous la barre en première période. Je rappelle, c'était deux tirs en première période pour le but de Zielinski. Et devant, Swiderski et Lewandowski, pas d'Arkadiusz Milik qui est gardé dans ce rôle un petit peu de super sub. Il est quand même relativement efficace. On l'a vu encore face à l'Arabie Saoudite. Il a une occasion, il met sa tête sur la barre. Devant le but, il a quand même une vista Arkadiusz. Donc je pense qu'on garde un petit peu des cartouches du côté du sélectionneur polonais. Mais voilà, une équipe dans l'ensemble assez équilibrée. Maintenant, comme tu dis, c'est pas que j'y crois pas, c'est qu'ils jouent pas bien depuis le début. Ils ont quand même un match important où face à l'Argentine, ils vont devoir faire un bon résultat pour aller au bout. Bruce, quand tu vois l'équipe de la Pologne, inquiet un petit peu ou plutôt confiant? Mais en vrai, c'est pas forcément l'équipe de la Pologne qui va inquiéter. Eux qui t'inquiètent, c'est l'Argentine. Ils peuvent être inquiétés pour le moment par tout le monde. Donc que ce soit la Pologne ou quelqu'un d'autre. Moi, la Pologne, je l'ai pas trouvé incroyable pour le moment, loin de là. Mais du coup, l'Argentine aussi a pas été incroyable du tout. Du coup,
Honnêtement, c'est vraiment un match assez compliqué à pronostiquer, moi je trouve, ce qui peut tout se passer. Alors l'Argentine, je pense à la faveur des gens un petit peu, parce qu'il y a plus de talent, ça c'est un fait. Mais quand on a vu les 2 premiers matchs de l'Argentine, c'est quand même très poussif. Donc la Pologne a sa chance et c'est très compliqué de prévoir ce qui va se passer, quoi. Et attention, parce que la Pologne aujourd'hui c'est 4 points. Que l'Argentine a que 3 points et que la Pologne n'a pas besoin de faire le jeu dans ce match-là. Un match nul va les arranger. Oui, bien sûr. De l'autre côté, tu as le Mexique, Arabie Saoudite, où l'Arabie Saoudite, pour le coup, a fait tomber l'Argentine, est tombée contre la Pologne, mais avec un match où finalement ils peuvent se mordre les doigts. Après, Kanto, pas besoin de faire le jeu, je suis pas d'accord avec toi, parce que la Pologne, tu finis 2e, tu joues la France. Et c'est quasi finito. Mais pour la Pologne, c'est qualifié déjà. C'est ça, Bruce, aussi. Oui, mais si tu arrives à finir premier, tu peux t'ouvrir un petit truc sympa. Moi, évidemment, pense que... mais Bruce, alors sincèrement, je suis pas polonais, je vais pas parler en leur nom ni à leur place. Mais aujourd'hui, tu demandais il y a quelques semaines à la Pologne si tu te qualifies, je pense qu'ils auraient signé tous les jours, même en 2e. Et même aujourd'hui, tu leur dis, écoute, est-ce que tu vas prendre le risque de terminer premier, quitte à pas te qualifier, ou défendre et terminer 2e? À mon avis, ils prennent la 2e place tous les jours. Ils savent qu'après, sur les matchs à élimination directe, tu peux faire tomber n'importe qui, surtout quand tu vois l'équipe de France aujourd'hui perdre contre la Tunisie. Certes, c'était pas les titulaires, mais on a vu cette Coupe du Monde un petit peu particulière depuis le début. Du côté de l'Arabie Saoudite, voilà, j'avais dit contre la Pologne, il y avait eu un scénario un peu particulier, pénalty raté, des occasions manquées, finalement ils se sont fait punir derrière. Attention, l'Arabie Saoudite aussi qui ce soir peut jouer sa qualif. Ah oui, complètement, l'Arabie Saoudite va être et bien. Même le Mexique, c'est plus que jamais. Peut-être qu'il va nous surprendre. Ouais. Il serait temps. Ils vont être obligés de marquer des buts, donc au moins on va voir ce qu'ils sont capables de faire quand ils attaquent un peu plus, quoi. Ah mais c'est vrai que le Mexique, pour l'instant c'est un somnifère, c'est un peu compliqué. C'est lunaire le Mexique. C'est pas fou. Et pourtant, c'est une équipe en général dans les compétitions. Elle amène toujours un truc. Tu sens un peu le côté sud-américain et tout. Je me suis renseigné avec un collègue journaliste là-bas. Il me disait en fait l'état d'esprit, l'ambiance autour de l'équipe est vraiment pesant au point qu'ils ont comparé ça à Domenech 2010, l'équipe de France. Comme la Belgique, quoi. Un peu ce même truc. Alors, pourquoi ça va pas dans l'équipe? Franchement, non, parce que même sur les choix, ça a été vivement critiqué. Personne n'a compris pourquoi il n'a pas pris de jeunes pour préparer l'avenir, la Coupe du Monde 2026. Et en gros, Tata Martino, c'était un all-in sur cette Coupe du Monde. Je prends une équipe avec des vieux briscards, de l'expérience pour faire les différences, mais en termes de production de jeu, c'est tellement le néant que ils se font déchirer là-bas. Ouais, d'accord, ok, c'est bon à savoir parce que du coup, on se posait quand même pas mal de questions par rapport à ce qu'on voyait, donc c'est intéressant. Oui, Brice. Ça y est, je suis de nouveau le sosie de Ben Yedder. Ah il a des contacts à l'étranger, Ben Yedder. En vrai, c'est vrai qu'il y a un air. Il y a un vrai air. Non. Si, il y a un air avec Wissam, la vérité. Vous êtes bon client. Ouais, vous êtes bon client. Franchement, moi, je trouve qu'il y a un petit truc. Bon, après, c'est que mon avis. Kanto, un petit prono pour ce soir, du coup, que tu vois, toi? Je sais pas si c'est dans nos pronos, il me semble que si. Victoire de l'Argentine. Victoire de l'Argentine pour toi. Oui. Sur un gros score ou victoire 2 buts d'écart. 2 buts d'écart, ok. Scipion? Un but d'écart, mais je vois l'Argentine gagner aussi. Un but d'écart à l'Argentine, mon gros, je te pose même pas la question. Ça sert à rien, je le dirais pas. Je dis rien, moi. Et il est bon. Ok, très bien, écoutez, juste avant de vous proposer un petit quiz que je vous ai préparé, on va se regarder le Pronogate et justement nos pronos. Allez, c'est parti, jingle. Toujours en vous rappelant, bien sûr, avec notre partenaire qui nous accompagne sur cette période de Coupe du Monde et sur le reste de la saison foot, que les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Les jeux d'argent, tout ça, vous n'y avez pas le droit si vous n'avez pas 18 ans. Et je vous le redis, comme Kanto l'a dit en début d'émission, si jamais vous pouvez parier, essayez de le faire, juste pour vous amuser, pour mettre un petit peu, de suspense, d'amener un petit peu de piment dans vos matchs, mais sans pour autant chercher derrière à vous mettre dans des situations désagréables, parce que les paris sportifs peuvent mener à des choses pas très cool, comme de la dépression, des conflits familiaux, enfin tout ce genre de choses. Donc on essaye de bien rappeler que la prévention avec les paris sportifs, c'est quelque chose de très important et qu'il faut juste parier pour s'amuser, pour se faire plaisir. C'est aussi simple que ça. Alors, on va découvrir le classement de notre Pronogate avec sûrement des my match qui sont pas passés, c'est ce que j'allais dire, des my match qui sont pas passés à cause de la fin de match contre la Tunisie. Toujours pas pourquoi, presque, mais tranquille. C'est incroyable, c'est-à-dire que le my match de Scipion et le mien devaient passer si jamais il n'y avait pas eu cette VAR qui était intervenue pour annuler le but de Griezmann. C'est honteux. Ils mettent que les favoris.
C'est au petit bonheur la chance, il choisit 5 coups pipion, braque, moi ou je sais pas, les combis passent, ils sont en tête avec 3 points d'avance alors que c'est absolument pas mérité. Bon, en tout cas, c'est extrêmement serré. Hein. Il reste quoi, Kanto, même pas 2 semaines de compétition là Bah ouais, ça finit le 18. Donc, ça finit le 18. Ouais, bah là, surtout qu'il va y avoir moins de matchs. On va terminer encore là cette dernière phase de poule, là, cette dernière journée. Puis après, on aura un petit peu moins de matchs. Donc les points vont être très précieux. Ouais, et là, il faudra peut-être aligner des my match à plus de 5 hein, pour essayer de rattraper. T'es passé devant Zach. Bah oui. T'es plus dernier. Ah, du coup, ça se passe un petit peu. Mais t'étais épinglé, moi. Je suis en train de remonter gentiment, hein, doucement. Je fais mon petit truc là. Vraiment doucement alors. Oui, mais t'inquiète pas, doucement, mais sûrement, comme dit l'adage. Alors, on se regarde les pronos des matchs du jour. Si vous voulez balancer ça en régie, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je me le mets sur le téléphone histoire de voir ça. Alors, j'ai un écran qui me cache la vue. Scipion, si tu peux nous dire les matchs parce que du coup, j'ai le ballon là, je le vois pas. Pologne-Argentine, Arabie Saoudite-Mexique et Canada-Maroc. Très bien, parfait. On va se regarder le récap des pronos et vous allez nous confirmer, les gars, si c'est bien ce que vous avez mis. Alors, Bruce. Qu'est-ce que t'as tenté, Bruce? Le gamin. Il voulait juste pas. Non. À la Pologne. J'ai dit à Poineau, moi je me prononce pas. Paris fait le prono pour moi, mais. Mais t'es fou, tu savais très bien qu'il allait mettre la Pologne. Bah ouais, mais c'est un chien. Ah, tu lui as vraiment autorisé à Pas grave. Tu valides comme ça? Moi je pronostique pas l'Argentine, mais Poineau, t'as fait le chien quand même. tu valides comme ça alors? Moi, c'est Poineau, je lui ai dit, tu décides pour moi. Non, mais qu'on soit clair, parce que si après l'Argentine gagne, il va nous dire non, mais j'aurais mis l'Argentine, et si la Pologne gagne, il va être tout seul à prendre un point. Faut que ce soit clair. Bruce, enlève-moi, je veux pas de pronos dans ces cas-là, je veux ni voir Pologne ni Argentine. Enlève-moi donc tu te retires. Qui me le vire, du coup, il met rien. Et t'avais mis le Mexique? Ouais, je mets le Mexique, ils vont attaquer plus, etc. Et je sais pas, je me dis, je tente un coup. L'Arabie Saoudite qui sont cotés à 5, je crois. Quoi? Ils sont cotés à 5, l'Arabie Saoudite. Ils sont cotés à 5 ouais. Il y avait peut-être un truc à tenter là. Hein. Ouais. Ok, très bien. Scipion, Kanto, vous voulez commenter vos pronos à vous? Parce que moi, je vois pas, je suis désolé, j'ai un ballon devant, c'est horrible. Écoute, oui, j'ai mis l'Argentine face à la Pologne, je viens d'expliquer pourquoi, et de toute façon, on vient d'en parler. J'ai mis l'Arabie Saoudite face au Mexique, parce que le Mexique, a priori, devrait essayer de faire le jeu, sauf que l'Arabie Saoudite est capable sur des combinaisons de les mettre en difficulté. Surtout qu'on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de carences du côté du Mexique. Et enfin, j'ai terminé avec un match nul entre le Maroc et le Canada, parce que le Canada va jouer sans pression, parce que le Maroc, je les vois pas forcément perdre non plus. Ils vont jouer en maîtrise, un match nul, je pense que ça les arrange aussi le Maroc, avec pas mal de petits pépins. On pense à Mazraoui, on pense à Saïs qui a une côte fêlée, on pense à Bounou qui a eu son petit malaise, voilà, on pense à Ziyech et Hakimi avec sa petite pointe. Donc voilà, je pense que le Maroc va être petit rythme de sénateur sur ce match-là, donc un petit match nul, ça serait bien. Ok, très bien. Scipion, à toi. Pour le coup, j'ai le même prono que mon ami Kanto, mais je vois quand même le Maroc aller pourquoi pas chercher la première place dans ce groupe, et il y aura forcément le résultat de Croatie-Belgique. Mais c'est vrai que je m'attends vraiment à un match un peu fou, genre un 3-2, genre un match, voilà, le Canada sans complexe qui va y aller, et le Maroc quand même qui peut leur faire mal. Donc je pense quand même qu'ils vont aller chercher la première place. Évidemment, ça croise avec Espagne et Allemagne, mais je sens que cette équipe est plus capable d'aller embêter l'Allemagne que l'Espagne. Donc voilà, si l'Espagne termine en tête, ils les croiseront pas. Donc voilà, je vois bien le Maroc tenter le tout pour le tout. Ok. Bon, voilà nos pronos. Il y a quand même des petites, des petites différences sur les pronos du jour. Maintenant, on va regarder le My Match. Donc le My Match, je vous rappelle le principe comme à chaque fois. C'est simple. Vous avez un match sur Winamax, vous le choisissez, et derrière, vous pouvez faire plusieurs sélections sur le même match. Et donc derrière, créer une sorte de combiné. Et l'idée qu'on a mis en place, c'est que si votre combiné est entre 3 et 5, si la cote est entre 3 et 5, vous prenez 2 points. Si elle est au-delà de 5, vous prenez 3 points. Voici nos My Match du jour. Kanto, tu vois un nul sec entre la Croatie et la Belgique. Ouais, j'ai mis un nul sur ce match-là. Je vois un match assez fermé. À vrai dire, je savais pas trop quoi mettre. Du coup, j'ai mis match nul. Bon, la régie qui avait un petit peu oublié les pronos de Braque, elles s'en sont rendues compte en 2-2. Vite, on les a rajoutés. J'aime bien le tien, Braque. Je dis pas du tout ça pour que le chat vote pour le tien. Ouais. J'aime beaucoup le tien. Ouais, moi j'ai mis en gros plus de 2,5 buts dans ce match parce que je pense que ça va attaquer, qu'il va y avoir des buts. C'est quand même Croatie-Belgique qui malgré tous les problèmes qu'il y a en ce moment va quand même tenter le coup. Et la Croatie, c'est une équipe, on le sait, quand ça joue, eux ils répondent. Donc finalement la Croatie vainqueur. Zal, c'est toujours le même génie par contre. Et il a pas encore compris. La dernière fois, il aimait Vinicius et Brésil pour une cote à 3,50 alors que juste Vinicius était coté à 3. Là, il met Croatie et Modric. Mais moi, j'ai pas trouvé non plus. Je
voulais. Non, mais il a dit Croatie, tu mettais que ça, c'était à. Mais non, mais là, il voulait mettre Modric buteur. Regarde, Scipion, il a mis Modric buteur à 5,25. Zal, il rajoute en plus la Croatie. Ah, c'est pour ça que tu rigoles. Ça lui rajoute 0. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça, il le fait tout le temps. Je me suis rappelé ce que tu as dit la dernière fois. C'est vrai que là, il a. Ah, bah oui. Bon, on va gagner. Si Modric marque, on gagne les mêmes trucs. Mais oui, c'est la même chose. Pris. Mais lui, il a rajouté le risque de. C'est là où je dis que c'est pas la tomate la plus mûre du potager, tu vois. C'est non, mais il faudrait faire un 4 points pour plus de 7. Comme ça, il serait bien. Ah ouais, mais bon, non. J'avoue, c'est terrible. Je comprenais pas pourquoi tu rigolais, sinon t'étais carrément aux larmes. Mais en effet, c'est vrai que c'est cocasse. Bruce, qu'est-ce que t'as mis, toi? J'ai mis les deux équipes marques avec une victoire de la Croatie et je crois moins de 4 buts et demi, un truc comme ça. Ok. Je pense qu'il va y avoir des buts. Je vois les deux équipes marquer, une victoire de la Croatie. Au Pipion. Ok. Et c'est Pipion qui a été jouer sur penalty. Tout à fait. Ah ouais. Du coup, ils vont peut-être encore me devancer et tout, donc ils sont malins. Hein. On va pas se mentir. Mais ouais, Modric. Malin. Non, tu les surestimes un peu. C'est vrai, peut-être. Mais non, tu as dit, penalty, c'est vrai que Modric, il a pas encore marqué dans ce tournoi. C'est souvent un joueur qui marque un petit but par-ci par-là. Ouais. On sait qu'il assume de tirer les pénaux avec la Croatie. Même des petites frappes de loin, pourquoi pas. Et contre une Belgique un peu, tu vois, désarmée, même en défense. Tu vois, un petit moment de flottement, il peut en profiter, donc j'ai tenté le coup. Oui, mais même sur une frappe de loin, c'est ça. Modric, on sait qu'il est capable de poser des classiques dans ce genre de match. Donc évidemment, ce sera un joueur qu'on va surveiller de très très près. Et bien voilà, c'était pour le Pronogate. Encore une fois, toutes les cotes sont à retrouver sur le site winamax.fr. Les amis, comme je vous l'ai dit, je vous ai préparé un petit quiz pour terminer cette émission au calme. Alors je vous le dis, c'est un quiz pour réviser un petit peu ce début de Coupe du Monde, voir si vous l'avez bien suivi. Me dis pas que c'est des questions avec des réponses au pif, parce qu'à chaque fois tu m'attrapes et tu me saoules quand tu fais ça. On enlève les chats, bien sûr. À la limite, je sais que vous n'allez pas vous retourner, les gars. J'ai confiance. Les gars, c'est bon, Kanto, j'ai confiance. Je sais que vous n'allez pas vous retourner. Tranquille. Donc voilà, vous allez voir, il y a des questions de rapidité. D'ailleurs, je crois que la deuxième est une question de très grande rapidité. Faudra être vif. On lève la main. On lève la main. On lève la main, ok. Regarde bien. Et tu nous donnes la parole. Et j'attends. Et vous attendez que je vous donne la parole, sinon je vous le dis, c'est la règle, c'est moins un point. Si quelqu'un répond sur ça, donc c'est tranquille. Si quelqu'un répond sans que je lui donner la main, t'as un douilleur, toi. Moins un point. J'ai prévenu, ok. Et la régie, vous m'aidez, bien sûr. Arrête de faire style, t'as la main sur le micro, t'es déjà prêt à lever la main. Mais non, il parle de douille. Commence pas. T'as vu ce carotteur, ouais, mais je le connais, Kanto. Je le connais. Pose ça, on t'a dit. C'est bon, je la pose. Messieurs, première question. Et vous pouvez jouer sur le chat aussi. Quel est le premier joueur à entrer lors du match France-Australie? À rentrer en jeu. Théo Hernandez. Ah putain, la blessure. Il est dur, Scipion. Scipion, il est vif. Lui, il est bon. Moi, j'ai le cerveau, très dur sur les quiz. Il est ravagé par l'alcool. Je pensais qu'on va c'est comme un con, putain. Et oui, c'est pour ça qu'il faut bien écouter. Non, mais il est malade, C'est vrai que là, faut être vif. Moi, je suis trop vieux pour ces conneries. Si tu veux. Faut être vif et faut bien écouter les questions parce que voilà, parfois. J'ai 28 piges, mon cerveau, il en a déjà 60. Tu veux que je réponde comment? Et encore, t'as que 28. Ah ouais, bah. En vrai, Scipion, je te promets, franchement, la prochaine question. Ça sert à rien parce que toi t'as la réponse et tu comprendras pourquoi après. Mais j'ai envie de faire un petit duel entre. Il a le droit de jouer. Mais laisse-le jouer, c'est pas normal. Il a la réponse, frère. C'est le jeu. Il a la réponse, frère. Mais pourquoi il a fait un. Crois-moi, il a la réponse. Je te le dis, tu vas voir, il a la réponse. Et je préfère que ce soit. Oui, mais c'est pas son problème. Non, mais déjà, il est favori, il est coté à 1-0-1. Moi, on sait que sur les quiz, il est injouable. Je veux que tout le monde. C'est moche. Il trouve direct, il trouve direct. C'est le jeu. Bah, ce sera un point pour lui. Bah, c'est pas grave. Attention, là, tu mets une pression folle. Vas-y. Tu vas voir. Quel est le sélectionneur de l'équipe du Mexique? Top. Oh putain. Tata. Et bah voilà, tu vois. Bien joué. On en a parlé tout à l'heure en plus. Bien joué. Mais oui, c'est pour ça que je voulais pas. Bah tu vois, c'est Kanto qui a eu la réponse. Mais parce qu'il a eu un mouvement de bras plus rapide, c'est tout. Vif comme les clés. Il faut le calmer, lui, j'avoue, il est complètement dingue. Bon, alors là, attention, il y a un point à prendre par bonne réponse, donc il faut lever la main. Quels sont, messieurs, les joueurs qui sont parvenus à inscrire un doublé dans cette Coupe du Monde? Je parle bien d'un doublé dans le même match. Ah, un doublé dans le même match. Un point par bonne réponse. Ener Valencia. Ener Valencia, un point pour Scipion. Bruce. Marcus Rashford, un autre point pour Bruce. Saka. Bukayo Saka, un point pour Scipion. Il y en a encore. Mbappé, encore un point pour Scipion. Ah, salam. Kanto, faut se réveiller. Il y en a des joueurs. Hein. Kudus. Ah putain. Kudus. Non, c'est en demain. Non. Kudus, je l'ai pas vu. Putain, j'ai plus son nom, frérot. Je vérifierai après, t'inquiète pas. Beong. Je sais plus si c'est Beong son nom. Ah, j'ai. Non, il s'appelle pas comme ça. Non.
Qui avait levé en Il a premier levé un peu avant. Ouais, Moi, j'espère que t'as pas le même, Josh. Bah, Cho. Non Gesung Cho. Jean-Luc s'appelle pas Byung-Cho. Gesung Cho. C'est Vérifie. Gesung Cho. Ma vie, je réfléchis. Je demande la VAR pour Kudus. Oui, Kudus, je vais vérifier. bon Si, Kudus. Et en a attendant- priori, le chat confirme, c'est bon. T'en as un autre Ah, Taremi, Taremi, non. l'Angleterre. Pour moi, Taremi n'a pas mis de but. Il met un but Pas un sur but, péno. une passe Je parle- Il met un but sur péno et il met une super frappe. ouais, mais 2 buts. Ah, contre l'Angleterre Ouais. Ah bah oui, complètement, Taremi, c'est bon. Bon, bah validé. c'est bon. Mais un point par bonne réponse, là, c'est bon. Bah ouais, mais c'est le jeu. Vous en avez un autre, il en manque encore. Hein. Il en manque Pipion, 1, C'est bon, 2, passe à autre 3, chose. 4. Il y en a encore 4 à prendre. Il y a 4 points à prendre, les gars. Si vous réfléchissez un petit peu. Richarlison. Richarlison, 1 point pour Kanto. Il y en a encore 3 et je vous jure qu'ils sont trouvables. Terrible. Ferran Torres. Ferran Torres, c'est non. Non, je l'ai pas dans ma liste, hein, a priori. Attends, laisse-moi réfléchir. Ah, ça va, les gars, j'ai pas les réponses. Voilà, il y a C'est bon. parfait. Kramaric. Kramaric, Ah oui, bah André oui, Kramaric, Kramaric. bien sûr. Il faut Il en refaire reste 2, tous les matchs dans franchement, la tête. Putain. facilement trouvables, je vous jure. Ils sont facilement J'ai trouvables. 0 piste. Hein. Ah bah, Ah, Ferran Torres, c'était bon en fait. les cheveux de CR7, du coup, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, Oh, évidemment, pas d'accord. évidemment. Et encore un autre. Franchement, il y en a un facile. Hein. Non, mais les gars, c'est un Ah, quiz. c'est bon, putain, Giroud. Bah oui, Giroud, Olivier. Ah, je l'avais zappé, t'as. Mais là, tous ceux. Les gars, alors, alors tous ils sont simples. écoutez-moi bien, les gars. Pour ma gouverne, parce que ça, ce genre de truc, je les prépare très bien en général. 3. Je vous explique ce qui s'est passé. C'est que j'avais préparé ce quiz pour une autre émission, une émission précédente. Et du coup, il y a eu des matchs qui se sont joués entre temps. C'est pour ça qu'il y a plein de joueurs que j'avais Pipio, plus. il te corrige toutes les 2 secondes, Oui. Max, c'est pas normal. Oui, mais il y avait des joueurs que j'avais plus. Et du coup, c'était un quiz qui était déjà prêt pour une autre. Donc, voilà, T'as encore combien de questions? J'en ai encore beaucoup. On a perdu. Honnêtement, Oh, bah, il y a 11-2, frère. Ouais. je me retire en grand seigneur, Ok. pré-retraite à la Michael Phelps. Non, franchement, Je moi, je laisse- le prends mal, c'est une humiliation, ça. Je laisse mes deux Si tu challengers. mets 20 points, tu mets 20 Ouais, points. Scipion, tu peux aller Non, chercher un vas-y, record. c'est une là. humiliation, Là, tu peux aller c'est le chercher un jeu. record. Alors, messieurs, nouvelle question. Qui est le meilleur passeur de cette Coupe du Monde? Kane. Ah, Kane, bien sûr. Alors, là, encore une fois, il va falloir me citer des joueurs. Parmi les joueurs présents à la Coupe du Monde, et là, c'est bon, j'ai les réponses parce qu'ils sont sous mes yeux. Citez-moi les joueurs qui comptent au moins 4 participations à une phase finale de Coupe du Monde. Bruce. Ochoa. Memo Ochoa, c'est bon. Yoris. Hugo Lloris, c'est bon. Ouais, Messi. Lionel Messi, Encore Si, c'est c'est bon. Ah non, après la main passe, Bruce. Otamendi. Otamendi, c'est pas bon. bon. Hein CR7. Ah putain. Bah oui, c'est R7, oui, ça passe. Bruce, Il en reste combien là? il y en a encore plusieurs. Je connais pas ce Pep. truc-là. Pep, Pep, c'est bon. Pep, c'est bon. Thomas Müller. Thomas Müller, c'est bon. Il est trop chaud, les gars. Je connais pas ces trucs-là. Ah, attends, il en a combien lui? Je vais tenter comme ça, mais je suis pas sûr. Götze. Mario Ah ouais. Götze, non. Luis Suarez. Luis Suarez, c'est bon. Il en a 4. Du coup, je tente Cavani. Edinson Cavani, c'est faire. bon, c'est bon. Bah, je fais Godin. Godin. Diego Godin, c'est bon. Les anciens Oh, mais Uruguayens. J'allais dire Godin, parce que j'avais levé la main. Il avait levé la main, donc Ah, c'est je vrai. l'accorde à Pas de Kanto. souci. Bon, bah, il en a un Je pense autre. que ça te dérangera pas. Sipion. Martin Caceres. Martin Caceres. T'as voulu flexer, hein, c'est pas bon. Ah bon? Non, il est pas. Ah, bah, j'en tente un autre. Attends, non, t'as non, levé la main. Non, non, Bruce. vas-y. T'as rien? Muslera. Mousslera, Ouais. c'est Ah, parfait. ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y en a encore quelques-uns. Busquets. Sergio Busquets, non, je l'ai pas dans ma liste. Vif d'esprit, quand même. Hein. Non, il a. Ben moi dans ma liste, il y est pas. Ah si, pardon, il y est. Pardon, il y est. Il te regardait mal, la Je disais, pigeon, il wow, savait. qu'est-ce qui se passe? Non, mais il était tout en bas, c'est pour ça. Vas-y, je tente un difficile. Hector Moreno avec le Mexique. Hector Moreno, non, là, t'es allé trop loin. Non, il y est pas. Je vous donne un indice, il y a un Croate dedans. Modric. Bah oui. Ouais, mais il a mis 4 heures à répondre. Non, mais c'est pas normal, Braque. Là, le point, il doit me revenir. Il a réfléchi, j'ai levé direct, il réfléchit pendant 3 secondes. Puni. Vous êtes pas correct. Puni. Bah non, je demande le VAR, la vérité. Le VAR, je veux la réponse du VAR. Parce que lui, il parlait de tout, il a réfléchi pendant 5 secondes. Bruce, attention, il y a l'Argentine qui joue dans Ouais, 10 attends, minutes. écoute le VAR, écoute. Vas-y. Mais à quel moment ils vont Mais nous mettre dis le VAR? quoi le VAR là? Bah, le VAR, il me dit sert rien. à rien. Il dit rien, le VAR. Ah, Tonton, t'as pas Mais y réfléchi a pendant pas de 3 VAR. secondes. Braque, rectifie, mets-moi le point. Bon, j'accorde le point. Bruce. Merci. Arrête, il arrive attends. C'est pas le patron du quiz. réfléchi pendant 3 secondes. Moi, j'allais répondre direct. C'est trop facile. Messieurs, il reste encore un Allemand aussi. Il y a un Allemand. Il y a un Allemand.
Je vais tenter Thomas. Non, il l'a déjà dit. Ça me paraissait bizarre. Ah ouais. Non, c'est Scipion qui a levé. Gundogan. Non. Ah, Un Allemand. non, Quentin, t'as quelque chose? non, j'ai rien. Non, Scipion. Neuer. Bah oui, Neuer, bien sûr. Putain. J'ai encore un Argentin aussi qui a participé à plusieurs Coupes du Monde. Otamendi. Non, mais il a dit. Oh merde, ouais, je suis fatigué. Di Maria. Bah oui. Bah ouais, Di Maria. Je regarde s'il en reste. A priori. Ah, j'ai un Brésilien qui a fait 4 Coupes du Monde. Vas-y, vas-y, Non, Bruce. je crois. Non, je crois que c'est Bruce, vas-y. En région, on me dit Bruce. Je vais tenter Alves. Non. Putain de merde. Pas Alves. Non, c'est pas lui. Ah, t'avais lui aussi? Bah, Thiago Silva. Thiago Silva. Ah ouais, putain. Tout à fait. C'est peut-être. Dans les 4, vous me les avez tous C'est donnés. sûr, Braque, parce que quand Scipio il hésite comme ça, vérifie. Non, c'est Thiago Silva. Il est là dans Et la Alves, liste. il y est pas, c'est Alves sûr. n'est pas dans ma liste. C'est bizarre comment il a Et pu c'est une louper un liste mondial. Wikipédia, messieurs. Ah, il est arrivé un peu après, peut-être. Et- Pas au début alors. À mon avis, il doit faire 2010, 2014, c'est peut-être 2018. Il est pas là, mais ça me paraît. Thiago Silva, il a fait 2010, 2014, 2010. Non, mais là, on parle 2022. d'Alves, là. Et Alves, pour moi, il est pas dans la liste de ceux qui en ont fait au minimum 4. Il manque un joueur, et je vous le dis, c'est un Mexicain qui a fait 5 Coupes du Monde, les gars. Herrera. Ah non, Guardado. Guardado. Tout à fait. 5 Coupes du Monde pour Andrés Guardado. On est à combien? On est à 21-5-5. C'est sérieux entre Bruce et Cantor. En vrai. Même nous deux additionnés, on est loin encore. Il y a encore moyen de passer devant l'un ou l'autre. Messieurs, question 6. Il y a 5-5, oui, j'espère bien. Mais franchement, c'est dur. Je regarde si on n'a pas oublié un Deuxième joueur en ou haut, mais- dernier, bah les couilles. Allez. De quelle nationalité est le sélectionneur de la Corée du Sud? Portugais. Portugais, Eh ouais. Queiroz. Eh ouais. Non. Non, Non, Paulo c'est Queiroz, Bento. c'est Paulo Bento. Iran, je crois. Pas Bento, c'est qui a Bento, pris un Iran. carton rouge. Messieurs, Ah, il a un joueur Scipion sur ça. question de rapidité, citez-moi une des équipes que le Brésil peut affronter en huitième de finale. Une seule. Uruguay. Uruguay, potentiellement, ouais, tout à fait. Encore un point pour Scipion. Là, elle est intéressante, la question. On va parler des frères. Quels sont les frères qui participent à la Coupe du Monde? Un Hernandez. point par bonne réponse. Les frères Hernandez. Ayou. Les frères Ouais, Aïe. yo. C'est bon. Il y en a encore. Il y en a encore 3. Ah, Savic, Milinkovic. Les Savic. frères Bien vu. Milinkovic-Savic, c'est très bien. Il y en a encore 2. Ouais, c'est facile, hein, pourtant. Hein. Putain, je bute totalement. Ah, ils sont assez faciles. Hein. Mes frères. Ouais, des frères qui participent à la Coupe du Monde. En Allemagne? Non, mais ils sont pas les deux. Ah, toi, tu parles des frères. Bender. Des Bender, ouais, les Ouais, frères ouais. Bender. Non, ils y sont pas. Oh, franchement, moi, j'avoue que là, j'ai pas d'idée. Alors, il y a 2 frères qui jouent tous les deux dans une équipe différente. Ah, et Williams. Bien Les vu. frères Williams, tout à Franchement, fait. bien vu. Hein. Et il reste 2 frères. Ah, franchement, honnêtement, normalement, c'est peut-être les facile. plus simples. Ah En oui, vrai. les hasards. Bah oui, les frères Oh, Hazard, bien putain, entendu, bien ouais. entendu. Et il nous reste une dernière question pour clôturer, messieurs, ce quiz. Remporté largement par Scipion. C'est une question, messieurs, qui vaut 10 points. Voilà. Mais ça Et- sert à quoi? Non, un point. une question qui vaut 10 points, ça suffit pas pour passer le poste. Il y a que moi qui peux me faire niquer dans l'histoire. J'aurais dit 20, il aurait dit ouais. Mais non, Ah ouais. mais non, mais là, je suis le seul qui peut me faire niquer. C'est une question qui vaut 10 points. Attention. Quel joueur porte le numéro 7 des Three Lions de l'Angleterre? Grealish. Jack Grealish, oui, c'est une victoire. Scipion. Mais je préfère que ce soit Scipion qui mette les points là. Vamos, Là, la ça deuxième t'arrange. place. Pleure, péto, c'est le mec. Bravo. Prends Non, pas en franchement, il est- photo le classement, mais non. Les gars, on va se dire un truc. Hein. Ah, il est chaud, Scipion. Franchement, dans les quiz, Scipion, ça il va a être trop rejoint dur de le l'équipe battre. depuis, mais il est fort. depuis cette saison. Sur les quiz, Il est trop c'est fort. un monstre. Ah, il est La solide. vérité, c'est un monstre. Mérité. Je sais pas ce qu'il y a dans ta tête, Scipion, mais il est- Ça vaut le coup de regarder des matchs pétés de Ligue 1, Ligue 2 Ah ouais, ah depuis, ouais, depuis ça, hein. 20 ans. Mais nous, on les c'est ça. regarde. Le pire, c'est que là, c'est sur la Coupe du Monde. Tous les matchs, on les a vus. Mais c'est juste, on a le cerveau. Il est rempli de 8-6, quoi. Non, mais en plus, il est réactif, j'avoue, il est ultra réactif. Ah non, il est très très chaud. Non, j'avoue, Scipion, T'as pas le c'est temps c'est de assez réfléchir, impressionnant sur les il est quiz. Hein. déjà chaud. On va t'interdire de quiz dans l'émission. Ça va se finir comme ça. Hein. J'accepte la sentence. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir de faire ce hors-jeu avec vous. On va aller se regarder ce petit Pologne-Argentine. Tu restes avec nous, Bruce. Hein. Allez. On regarde ensemble. Hein. Est-ce qu'il y a des mousses au frais? D'après les rumeurs, il y en a qui vont arriver. Donc, c'est les rumeurs, hein. Mais- C'est la condition et elle sera bien remplie, t'inquiète pas. Merci à tous, merci Canto, merci Scipion, Merci à vous. merci Merci, Bruce, les Salut, gars. chat. merci à vous et on vous dit à demain pour un nouveau débrief de cette Coupe du Monde. Salut. Ciao. Ciao.
Life's too short, fucking up is necessary. Cause one day all these bad women will be married. Life's too short, fucking up is necessary. Cause one day all these bad women will be married. Smoke clouds in the shell, pay rain, pay rain. Smoke clouds in the might get fade, right? Smoke clouds in the shell, pay rain. Stick your tongue out, cause she might get fade, right? Smoke clouds in the shell, pay rain, tongue out, cause she might get fade. I told my homie life was such a bitch, I feel it. He said, and why don't you hit it like a chick and kill it and treat her like your main. Maybe take a fucking train to the highest mountain up in Spain, make it rain. Dealing with my life and the shit that's involved. Fine silhouettes, stilettos and all. Sipping all night, I ain't tripping at all. Well, I've been tripping a little, cause I've been sipping a little. But why can't we be like trees be? Have this money be like leaves be. And all year long it's autumn. I have this paper falling like. Fill my cup, I ain't had enough. I gave my nigga the keys and getting turned up. So fill my cup, fill my cup, my cup. Life's too short, fucking up is necessary. Cause one day all these bad women will be married.